branle, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle Je crois pas qu'il a... C'est pas un violeur non plus. vidéo. Récemment, le youtubeur Seb a sorti une série de vidéos qui s'intitule Que sont-ils devenus? Dans celle-ci, ils nous disent que sont devenus aujourd'hui certains artistes très connus à l'époque qui ont disparu des radars. Je vous invite... Putain, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu la vidéo. Mais vu que tout le monde l'a vue, mais je vais pas la mater en stream, quoi. Ou alors je fais... Peut-être quand j'ai envie, je fais un stream un peu éclaté. Et je mate la vidéo que tout le monde a vue, mais... Parce que c'est vrai, j'ai envie de la voir. Et en stream, ça peut être du bon contenu, quoi. Sincèrement, allez les voir parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et comme plein de personnes, je me suis demandé naturellement que sont devenus certains youtubeurs français. Que ce soit les questions cons, Diablo X9 ou encore Digidix, certains ont laissé une trace dans le paysage de YouTube. Diablo X9, Digidix. Qui se rappelle du doxing de Digidix et du raid chez lui, GIGN, là? YouTube, et aujourd'hui ils ont plus ou moins disparu de cette plateforme. J'ai donc décidé de faire quelques recherches afin d'assouvir mes pulsions de curiosité, et si vous avez cliqué sur cette vidéo, elle va permettre également d'assouvir les vôtres. Enfin, j'espère. D'ailleurs, j'ai dans l'idée d'en faire une série vidéo parce que durant l'écriture, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de noms en tête, mais ne pouvant pas les faire. Après, c'est un concept intéressant, mais est-ce que c'est pas horrible pour les youtubeurs qui veulent juste disparaître du radar, pas être emmerdés, d'aller les stalker sur ce qu'ils sont devenus et tout ça? Dans une seule vidéo, sinon ce serait malheureusement bien trop long. Après, c'est internet, c'est tout, c'est comme ça. Bien, autant en faire plusieurs. Donc au cas où, si vous avez des noms de youtubeurs ou youtubeuses disparus, n'hésitez pas à me les écrire dans l'espace commentaire. Je vous en remercie. Bref, mesdames et Les vins du riff? messieurs, installez-vous. Laissez-moi vous dire ce que les youtubeurs que je vais vous présenter aujourd'hui sont devenus. Et bien entendu, avant de vous en parler, je tiens à remercier... Oh, ta gueule. Oh là là, Wondershare. Oui, c'est bon, c'est pour partager des fichiers, quoi. Il y a Google Drive au pire, hein, ça coûte pas cher. Hein. Personne peut rivaliser avec Google Drive. Désolé, en fait. Temps de parler du premier youtubeur. Cortex. Ah, mais on sait ce qu'il est devenu, Cortex, à peu près. Il a essayé de percer un peu. Je crois qu'il a essayé de percer sur d'autres trucs après. Et c'est vrai que je sais pas. Peut-être que maintenant il taffe, ouais, à mon avis. Est-ce que Mais on l'a vu chez Zen, ouais. vous vous souvenez de ça? J'hallucine, tu oses dire. Si y a Soral, je quitte le stream. Mais pourquoi? C'est intéressant. Mais à mon avis, Soral, il se porte bien. Cyprien le mongolien. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Et oui, nous allons maintenant parler non pas de Cyprien, car ça on l'a déjà fait il y a quelques... Merci, Chill, pour le raid. Bienvenue à vous. Comment ça va, les gens? Est-ce qu'il est là, Flo? Bonsoir, Baraki. Comment ça va? Putain, du coup, c'est précis. Maintenant, je connais les pseudos. Je sais qui est là. Bonsoir, Baraki. Alors oui, les gens, pour rappel, Chillin L, qui est une chaîne que j'aime beaucoup et que je raid souvent, je suis allé faire un dating show chez Chillin L. Je sais plus que c'était quand, mais il y a quelques jours. Donc si vous voulez aller voir dans les VOD, moi qui essaye qui me fait draguer par des mecs et qui critique leur physique et tout ça, parce que bien évidemment, bon, j'ai senti que c'était pas forcément l'ambiance, hein, mais quand je suis venu, j'avais quand même ce plaisir de me dire, go les tacler un petit peu. C'est entertainment, voilà, c'est du divertissement bien sûr. Divertissement. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Merci Davilou pour le sub offert à Chilinel. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool comme petit dating show. Et en vrai, si tu reproposes, je reviendrai. Elle m'a traité de morue, je vous le jure. Bah, c'est un peu ce que t'es quand même, non? Ouais, moi, je t'ai vu à la cam et tout ça. Bon. En fait, en vrai, Baraki... Attendez. Petite discussion. En vrai... Flo c'était banger, Flo c'était incroyable. Mais oui, mais en fait, vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que sur le stream, il y a Dani Eraz, Wendo, Ilyes, tout ça qui ont débarqué. Si vous allez voir la VOD, ils sont dans le chat. Ils sont débarqués parce qu'en fait, ils se faisaient chier. Ils jouaient à TFT et ils ont vu le stream et ils se sont mis à suivre de fou. Et ils étaient fans de Flo. Et en fait, pendant le stream, Dani m'envoyait des captures d'écran de Flo dans toutes les positions. Il prenait des captures où Flo il était heureux et tout ça. Et je vous jure que Flo ce soir-là a été iconisé. Et après on a été voir ses streams. Et d'ailleurs Miskin, hein, le pauvre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sur ses streams quoi. C'était un peu genre, on a regardé un stream, bon, il disait rien, son objectif de follower n'avançait pas. Moi je vous dis, allez voir le stream de Flo. Allez le rendre heureux. Il n'y a personne qui connaît sa chaîne Twitch là peut faire un shout-out à Flo. Ils ont dit Mouflette plus Pazou. Oui, pour eux c'était un peu Pazou, Flo, oui. Précis après, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le raid, Chillin L. Et petit train de la hype là? Petit train de la hype là? Flo, c'est mon futur amoureux, faut pas lui dire. Non mais après,
dans le roster, ce que je voulais dire, c'est ça. Dans le roster, Baraki, tu étais mon favori, mais la blague pédophile, moi aussi, j'ai trouvé ça cringe. Et voilà. Mais en fait, j'avoue que je me serais fait peut-être un peu plus chier avec toi. Parce que Baraki, voilà, Flo, c'est quand même quelque chose. Pincon. Merci Ouyouyoui, merci pour les 20 subs. Pincon. Les Pincon, ils sont protégés, pas payer de l'argent. Voilà, mais en tout cas, je dis ça pour mon chat. Si vous voulez aller voir une chaîne qui propose des dating shows vraiment drôles, hein, allez vous abonner à Chillin L, allez follower sa chaîne. Voilà, est-ce que je fais un shout-out? Comment on fait un SO déjà? Mais on fait comme ça. Hein. Bon, il y a son pseudo bien sûr, mais si vous voulez aller voir la VOD du truc, ne serait-ce que ça, voilà, allez follower la chaîne de Chillin L, elle le mérite, elle travaille, elle fait des bons streams et tout ça, donc oui. J'ai toujours aussi honte, j'ai stressé à fond et j'ai sorti mal ma blague du collègue. J'étais dead quand je me suis rendu compte. Non mais après je te comprends. Moi je te comprends sur un truc, c'est que par exemple moi mon humour, j'ai de l'humour, mais il est situationnel. Genre tu me demandes de faire une blague, je vais faire un flop. C'est pour ça que j'aime bien Grim Cujo, parce que je me sens proche de lui. Il y a un peu le même humour, mais dans le sens où en fait je suis drôle contextuellement, quand gestuellement, au niveau d'une situation, je peux être drôle. Mais c'est vrai que demander à des gens de faire des blagues comme ça, c'est horrible. Bien évidemment qu'ils vont se foirer. C'est impossible. De toute façon, la méta-humour, aujourd'hui, faire des blagues, ça marche plus. À part les vieux, ils font peut-être encore ça, mais voilà. Flo. Mais non, mais Flo, il est en vacances, là. C'est bon. C'est bon. Bon, bref. En tout cas, on était là, en train de regarder, de commencer. Vous arrivez au bon moment. On commence une vidéo de Sir Gibbsy où il parle de que sont devenus ces youtubeurs, DiggyDix, Diablo X9. On a tous envie de savoir, que deviennent-ils? Moi j'ai envie de le savoir. Donc voilà, posez-vous. On est parti bien sûr. Quelque temps, mais de Cortex. Et merci pour le train de la hype niveau 6. Franchement, si vous voulez me rendre heureuse, donnez. Donnez de l'argent. Faites que ce train de la hype me donne le sourire en fait. X91. De pyramide, aïe. Il y a 11 ans, il était associé à plusieurs clashs avec des youtubeurs, tels que Cyprien, Natou, Seb ou encore Norman. Et en gros, Cortex, c'était le premier qui a commencé à s'en prendre aux youtubeurs et aux youtubeuses de manière gratuite. Le but était juste de les clasher pour C'était incroyable, quelle époque. simplement avoir une réponse. Et ça a quand même fonctionné, puisqu'on a Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens, ils comprenaient pas. Ils étaient en mode pourquoi tu agresses Cyprien et Seb Lafrite, mes youtubeurs préférés? C'est la bienveillance qu'on devrait avoir sur internet. pu avoir quelques réponses des C'était avant Twitter, hein, bien sûr. youtubeurs ou youtubeuses visés, tels que Natou, Seb ou encore Cyprien. On se rappelle tous du clip réponse de Cyprien, qui est d'ailleurs devenu la deuxième vidéo la plus regardée de la chaîne de Cyprien. Mais peut-être que vous vous demandez, qu'est devenu Cortex 91 les pyramides? Plutôt Cortex ou Morsaille? Moi, je suis désolé, mon cœur va à Morsaille. Je suis désolé. Morsaille, il se renouvelle, il fait plein de trucs. Des fois, il sort du bois avec un avis, pas piqué des hannetons. D'ailleurs, vous avez vu récemment, Morsaille, il a fait une série où il essaye d'être un SDF. Et pendant... Il y a plein d'épisodes où il se filme. Et c'est un concept, hein. C'est un zénith, hein. Le truc, c'est que des fois, la vidéo, c'est juste pendant 5 minutes, lui dans le noir complet, qui t'explique en chuchotant qu'il est en train de dormir dans un abri de bus, un truc comme ça. Et c'est un concept. C'est un concept de fou. Morsaille débrouillard, bien sûr. Incroyable. Trop bien comme série, incroyable. Alors, la première grosse actu vient de son passage à la Paris Games Week de 2012, où il tente un virage à 90 degrés en expliquant qu'il a fait tous ses clashs contre ses collègues youtubeurs pour rire et qu'il ne se prend absolument pas au sérieux. Bah oui. Tout ceci n'était qu'un personnage. Surprise. En 2013, Cortex lance une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Les chroniques de Cortex, putain, je savais pas. Chroniques de Cortex, où le principe tient en une phrase. Cortex, comme vous ne l'aurez jamais vu, un grand animateur. Il a dans l'idée d'interviewer des personnes connues dans le rap, le foot, des acteurs, des animateurs, des chanteurs et des chanteuses, bref. La promesse était un épisode toutes les 2 semaines, entrecoupé des cours sur le Becherel. Et Et oui, il a pas tenu la promesse, c'est ça, non? je vous assure, c'est vraiment ce qu'il dit dans sa vidéo. Maintenant, je prends des cours avec le Becherel. D'après ses dires, il serait associé pour cette émission avec un groupe de télé. Et cette émission devait lui permettre de faire Merci Zoulou. ses preuves. Alors au final... Que valent les chroniques de Cortex? 15 vidéos, dont une présentation de chaîne, 2 émissions avec le rappeur Al Capote, un jeu concours, une... Oh putain, il y a une vidéo qui existe, Cortex Al Capote. Mais quel poulet. de Cortex. 15 vidéos, dont une présentation de chaîne, 2 émissions avec le rappeur Al Capote, Attendez, mais ça doit être incroyable. On va pas la regarder, mais
Ne serait-ce que pour la mettre de côté. Cortex Al Capote. Ça doit être un délire, hein. Ah, il a même fait un morceau avec Al Capote? Instinct meurtrier. Je savais pas. Si. Cortex Alka, exaucif, tous mes straps, voilà, ASAPOTE, Cortex, l'aigle royal de Carthage, le gorille black. C'est pour tous mes straps qui m'éclatent. Ah ouais. Tous mes straps qui m'éclatent. On a du set, là de l'arabe, là de la vodka, des barbares. C'est Cortex et Alka. C'est pour tous mes straps qui m'éclatent. Tous mes straps qui m'éclatent. Putain, c'est presque avant-gardiste comme esthétique. Avec le truc, oui. C'est presque avant-gardiste, non? On a du set, là de l'arabe, là de la vodka, des barbares. C'est Cortex et Alka. Ok, Miss, direct, je te le dis. J'ai plus de cash que tous tes ex réunis. Je cherche en mieux qu'à la bruni. Viens en pyramide, et plus belle sera ta vie. La star, je suis rat. Putain, dans mes souvenirs, il avait un flow plus éclaté que ça, hein. Finalement. En vrai, ça va. Dans mes souvenirs, c'était vraiment pire que ça. Mais là, ça va en vrai. Oui, la prod est pas ouf, mais oui, mais le flow est pas si dégueulasse. Je dirais pas qu'il est moyen, mais ça me surprend parce que ouais. La symphonie de Monza, entre vous et nous, beaucoup d'écarts. La galère bâtard, qui est là. 91 crimes, je pèse tout. Avoue que le son est tout. Bou, YCD, comme ça quand je fais une roue. Toujours synchro, trop fort en micro. Arabe sous un négro. Cortex c'est Al Capote. Du feu qui sort de la gorge. Gangsta rap hardcore. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches la mort pour le sud, les sols. De la bonne planche pure, végétale, cristal. Qui pète le scène et les neurones. Tellement unique qu'on cherche à me faire des clones. Comme la j'aime bien le fait que ses potes soient hyper stoïques derrière. Genre, il leur a donné aucune instruction. Il n'y a pas de enjaillez-vous, faites les bandits ou quoi que ce soit. Non, ils sont posés en mode oui, bon, vas-y, tu fais ton clip Cortex, quoi. Pète le scène et les neurones, tellement unique qu'on cherche à me faire des clones. Comme l'arrivée d'Empo, ma cam est livrée par une cigogne. Riche la bonne bouffe et la bonne baisse. Pour mes potes, je crève, moi je pèse. Je tire tout, les chefs à la fin que le baisse. Une bonne liasse, une bonne go, une bonne caisse. Et je suis à l'aise quand ils plaquent balèze. C'est pour tous mes straps qui m'éclatent. Tous mes straps. J'ai envie de voir le couplet d'Al Capote, moi. Qui m'éclatent. On a du set, là de l'arabe, là de la vodka, des barbares. C'est Cortex et Alka. C'est pour tous mes straps qui m'éclatent. Tous mes straps qui m'éclatent. On a du set, là de l'arabe, là de la vodka, des barbares. C'est Cortex et Alka. Je suis tombé dans la drogue, j'ai plongé dans l'alcool. Je veux tomber Oh putain, il était frais déjà à l'époque, hein. Je dis pas physiquement, mais au niveau du flow. Dans ma poche pour pas sombrer dans la grotte. Faut plomber tant de salopes et éclater le score. Mon armée sort du parc des loges, c'est sale, c'est moche. J'élabore des métaphores de prédator. Je suis méga fort et extra gornique les majors. Par contre, physiquement, je le préfère aujourd'hui. Avec son bagou de nazi, là, je sais pas quoi. Il y a un petit côté, oui, bon, bref. Mais Alka, ouais, non, à l'époque, bon. Et les sales porcs, on est d'accord, mec, c'est hardcore, on s'évapore. Pendant que tu nous whiz, je fourre des putes soumises, je me bute sous tease. Ça vient des pyramides, les truands agressifs. On ligote ta petite amie au ruban adhésif. Ça veut niquer la caisse d'épargne. Ou bien dealer de la cesse d'Espagne. Ça va te briser ta colonne vertébrale. Mais oui, il kick bien. Tu rigoles ou quoi, tellement éclaté que ça en devient un chef-d'œuvre. Mais non, je suis pas d'accord. Al Capote, il kick bien. Après, dans la manière dont il écrit, enfin, c'est pas Necfeu, quoi. Arrêtez de vous branler sur Necfeu, c'est autre chose. À part sucer et lécher, qu'est-ce que tu sais faire, pédale? Nique les bleus tant que je suis encore en France. ALKPOTE en mode vengeance. C'est pour tous mes straps qui m'éclatent. Tous mes straps qui m'éclatent. Oui, bon. Et du coup, il y a ça. Cortex et Al Capote présentent la crème d'Île-de-France. Putain, il y a une émission en mode talk. Oh, 32 minutes. Ah, c'est un espace mental. Oh, j'ai envie de... Ah, ça me tente trop. Avec la chicha, avec le coca. Que vous allez apprécier, passer un bon moment. Même si le caméraman, il aime beaucoup parler. Marc, d'espacipop.com. Vous pouvez retrouver aussi sur le site d'Espacipop que je suis en partenariat avec eux. Vous pouvez retrouver tous les clips de vos rappeurs préférés. Vous pouvez retrouver des clips de Al Capote. Avec Euresen, c'était ma porte d'entrée dans le rap à 13-14 ans, car famille catholique et tout ça. Oui, famille blanche surtout. C'est un peu Babtou, tu vois. Mais t'inquiète, c'est bien, ça a fait rentrer des gens dans le rap, ça a mainstreamisé un peu le truc. Des interviews d'Al Capote ou des interviews de Mister You, des interviews
d'un peu tout le monde, voilà quoi, de Sinox, de Morsaille, et d'autres, LECK, t'as déjà interviewé. Putain, avec le t-shirt Riri Fifi Loulou là. Putain, bon, on va pas regarder ça bien sûr, mais c'est un espace mental en vrai. Ça me tente. Ça me tente, bon bref. Un jeu concours, une critique sur le film La vraie vie des profs. Un film qui a été réalisé par Albert Pereira Lazaro et Emmanuel Claude. J'ai envie de dire pourquoi, et des chroniques revenant sur des faits d'actualité. Et ce qu'on peut dire, même si perso c'est pas le type de contenu que j'aime, c'est le fait que Cortex est posé et calme dans l'ensemble des vidéos de cette chaîne, ce qui nous permet de voir un nouveau Cortex. Ouais, il a fait un format Morsaille quoi. Bon, on sent aussi le fait que la chaîne de télé a dû lui mettre la pression pour pas jouer son personnage. Sûrement un petit peu. Mais surtout, en 2013, il participe à l'émission Plouf. Non, me dites pas que vous... Ah ouais, Plouf. Oh, qui se rappelle de Plouf? Avec Seb Lafrite et Squeezie, avec leur corps de lâche, qui sautait d'un plongeoir. Vous rappelez pas de l'émission Plouf? Laissez-moi vous débloquer ce souvenir. Regardez, oh putain, il y avait Asiatomique. Oh, regardez Seb Lafrite. On dirait qu'il vient de sortir de la messe. Et Squeezie. Regardez-le. On dirait c'est un skin de Fiddlestick. Ah, c'était quelque chose, hein. Cette émission était composée de Seb, Asiatomique, Squeezie et Cortex, et le concept était simple. Et le concept était nul à chier. Ils ont juste à sauter dans l'eau. Faire un plongeon. C'est nul. Et c'est tout. D'ailleurs, les retours sur cette émission que personnellement... Ah putain, et ce gars-là, je m'en rappelle. Comment il s'appelait ce gars? Il était pas chez Golden Moustache ou un truc comme ça? Putain, je me souviens de ce gars, Jérémy Nadeau. Mais il faisait quoi ce gars? Il était dans un collectif, non? Je crois qu'il était dans un collectif et il était pas avec Pat la bricole, Pat la menace ou je sais pas quoi? Un gars comme ça. La Whitey Femme, ouais c'est ça. Avec Andy Raconte, c'est ça. Bagel, ah il était chez Bagel. Pat la Réal, c'est ça. je trouvais pas fou, bah plutôt bien fonctionné. Et pour Cortex, c'était que positif. C'est vrai, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il va parler de Pat la Réal, Andy Raconte et tout ça? Moi j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent. Puisque dorénavant, il montre une image bien plus lisse et drôle qu'à la base. D'ailleurs, petite parenthèse, la chaîne qui a fait l'émission Plouf a également fait les Anges du FPS. Ok. 2 bangers d'affilée. J'avoue, les Anges du FPS c'était quelque chose quand même. En gros, si vous savez pas ce que c'est une télé-réalité avec des gamers. C'est tout. Et des meufs. C'est des gamers et des meufs. Et l'odeur et l'ambiance, quoi. C'est quelque chose, c'est une expérience. C'est-à-dire, en vrai, attendez, je vais le noter, mais mater les anges du FPS, ça pourrait être un concept en stream, ça. Redécouvrir ensemble les anges du FPS, en vrai, ça me tenterait bien. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est devenu Cortex? Entre 2015 et aujourd'hui, il a enchaîné les vlogs, mais malheureusement, je peux rien vous montrer, puisque depuis 2022, sa chaîne YouTube a été supprimée sans raison. Ce qui fait que Cortex, aujourd'hui, a décidé de stopper sa carrière. Ah putain, ça c'est le cauchemar. Hein. Moi j'ai peur qu'un chaîne, ma Twitch, ma chaîne Twitch saute, putain je suis dans la merde. Hein. YouTube. Par contre, si vous voulez du contenu, eh bien sachez que maintenant il est sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas, il poste régulièrement. Si ça vous intéresse. Concernant sa marque Gangster de Tess, je sais pas si vous en souvenez de sa marque Qui se souvient de Mamadou Sekpa? Mamadou Sekpa, c'est pas dans le truc du fils de François Hollande? Mamadou Sekpa. Mamadou Sekpa, c'est pas un personnage de Billy dans la school? Sur Twitter? C'est pas un personnage de Billy, ça? Je sais plus. Sim là, celle-ci. Coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Eh bien, sachez qu'elle reste référencée sur le site La Boutique Officielle, mais aucun produit n'est référencé. Je suis pas vraiment sûr qu'elle ait super bien marché. Voilà. Je pense. Et pour conclure, sachez que la boucle est enfin définitivement bouclée, car 11 ans après Clash, oui, ça j'ai vu. Cortex et Cyprien se sont enfin retrouvés IRL dans l'émission Zen. Plus aucune rancune, plus de clash, ils ont même reçu le bracelet de l'amitié, qui les lie à jamais. C'est beau. Également, apparemment, il serait devenu millionnaire, avec une explication un peu bancale. En gros, un jour, il va voir sa boîte aux lettres, et dedans, il y a un chèque de plus d'1 million d'euros. Il a pris cet argent pour investir, et maintenant, il est multimillionnaire. Un peu bizarre quand même cette histoire. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein? Avec la thune qu'il a pu se faire à l'époque, au pire, il a investi, et puis voilà. Même Morsaille, il parle de ça, mais en vrai, Morsaille, je crois un petit peu. Après, s'il le dit, c'est sûrement vrai. L'échec, mais après, ça fait partie des histoires aussi qu'il faut faire attention, parce que
C'est un indice parce que c'est avant, voilà, dans certains business, il y a des chèques, il y a des ci, il y a des ça, donc tu vois. Ah ouais. Il y a des choses, sinon ça me traînera en justice. Ah Tu veux ouais. pas que j'aille en prison, merde. Et je tenais quand même à souligner quelque chose d'important. C'est le fait que Cortex, de base, c'était juste un troll qui faisait du clash de bas étage. Et aujourd'hui, il fait quand même partie, plus ou moins, des légendes du YouTube français. Bien Soyons sûr. honnêtes, c'est quand même très fort. Bref, Bah bien sûr. Cortex, tu vois cette vidéo, je te dis chapeau. Il a marqué une époque, hein. Moi, quand je pense à ma vie, chronologiquement, il y a plusieurs étapes dans ma vie. Il y a ma naissance, mon anniversaire, la mort de mon grand-père et Cortex. C'est dans la chronologie, je m'en souviens, quoi. Jigme a débuté l'aventure YouTube il y a 11 ans, le 8. Jigme, je crois savoir ce qu'il fait. Il paraît que il est devenu, genre, je crois qu'il fait pousser des arbres. Il est devenu, comment on dit là, les gens qui font pousser les arbres et qui récoltent les fruits, fruiculteur. Cuistot. Jigme est toujours là, non, il est plus là, je crois. De temps en temps, il passe chez les gens. Je crois qu'il passe sur les vidéos d'Avener, mais il est plus là, il fait plus de vidéos. Arboriculteur. Ok. Mai 2012. Il est devenu Bawampan, ouais. Avec le pseudo Les Clichés de Jigme. Et le concept de ses vidéos était simple. Tout comme il est écrit dans son pseudo, il faisait des podcasts courts-métrages où il parlait de certains clichés. Il faisait également partie du collectif Whitey Fam, qui était Ah, c'était ça. Et il y avait Avener dans le collectif, putain. Putain, je m'en rappelais pas. Attendez, ça c'est une image, mais c'est... Ok, il y avait Andy Raconte, Pat la Réal. Derrière, il y avait ce gars mystérieux. Il y a plein de visages, je sais plus qui sont ces gens. Et donc, lui. Jigme. C'est un peu, en fait... Désolé de le dire, mais historiquement, dans l'histoire de YouTube, c'était un peu le collectif des losers. Genre, c'est pas ceux qui ont percé tant que ça. Et puis, ils ont fini par tous disparaître. Ça fait, en fait, avec le recul, ça fait vraiment collectif des losers. C'est un peu triste de dire ça, mais bon. C'est Asiatomique. Ah, pardon. entre autres composé de Hafner, Andy Raconte, Asiatomique, Jérémy et plein d'autres. D'ailleurs, il est fort probable que dans un futur épisode de Que sont devenus ces youtubeurs, je parle de certains dans le tas, parce qu'ils ont presque tous emprunté un chemin différent. Il possède également une chaîne secondaire, nommée chaîne secondaire de Jigme. En gros, c'est une chaîne bac à sable où il postait un peu de tout, principalement un format de vidéo d'ailleurs parti. Mamadou Sekpa a été condamné pour terrorisme parce qu'il a bouffé un blog de propagande de Daesh et a commencé à se rapprocher des réseaux djihadistes. Ah ouais? Oh putain. Participatif nommé MDR, Internet est incroyable. qui veut dire le mercredi des réponses, où il prend des commentaires en rapport avec le sujet de sa vidéo et réagit de façon humoristique dessus. Ça va d'ailleurs très bien fonctionner. Mais il a également, avec deux amis, Marc et Pat, créé une chaîne cuisine nommée YouCook, où le but, c'est comme son nom l'indique, de faire des recettes de cuisine en vidéo. Elle sera d'ailleurs par la suite renommée Chez Jigme, avec une dernière vidéo postée le 21 décembre 2021. Et quand Putain, c'est précis, hein. C'est le début de l'époque des Fit and Fun. on regarde bien la, On s'est mangé tellement de vidéos de Fit and Fun où tu sentais que les gens c'était un peu cringe et tout ça. la toute dernière activité de Maintenant, il y en a toujours. Mais généralement, les gens le font quand ils sont quand même un peu potes. Ou qu'ils aiment bien la vibe de la personne. Mais là, à l'époque, on s'en battait les couilles. On invitait tout et n'importe quoi. Jigme sur Du coup, ça donnait des ambiances un peu bizarres des fois. YouTube, c'est cette vidéo en 2021. Alors, c'est pas totalement vrai puisqu'il y a eu un changement, un seul, la description de sa chaîne principale. Où il est écrit « Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo ici car je m'épanouis bien sur mes autres projets, mais qui sait, à quand une reprise ici ?» Alors, que fait-il depuis le 21 décembre 2021 ? Mis à part le fait qu'il a participé à un jeu animé par Micode sur la chaîne de Peugeot Ok. Déclic le 2 juillet dernier, il s'épanouit sur les formats courts de TikTok et Instagram en tant que Farmer Boy. Bah, avant Oui, c'est ça. de vous parler de cette partie de sa vie active, j'aimerais un petit peu vous parler des raisons de son départ sur YouTube. C'est dans une vidéo publiée Regarde vraiment ça, Moufette, c'est le lore de l'époque. On fait ça, gros? T'auras une cuenne. Je m'en rappelle pas, je connais pas. Je suis le boss du YouTube game, tu me reconnais, tu veux me tester, y'a pas de blême, tu vas saigner, ma Mais je connais pas ça, moi. montre ne fait que briller, merci les abonnés, je suis le boss du YouTube game, arrête n'est pas la haine, je suis le boss du YouTube game, trop de billets, j'ai la migraine, je suis le boss du YouTube game, je suis le boss du YouTube game. Ah. Il est quelle heure? Non, non, non.
Ah, je fais jamais un Oh, le flexeur nul avec sa Apple Watch première génération là. clip comme ça, moi. Si je fais un clip, ça serait plutôt... Putain, c'est ouf, 500 Ah oui, ah putain, c'est encore plus cringe. Genre, il a fait un clip cringe pour dire, regarde, si je faisais un rap, ça serait comme ça, et ça va être encore plus cringe. Jamais un clip comme ça, moi. Si je fais un clip, ça serait plutôt... Putain, c'est ouf, 500 000 abonnés sur ma chaîne. Tu connais le blast, c'est Florian Nguyen. Parle pas du monnaie, je suis toujours à pied gros. Pas de chauffeur, pas de voiture, C'est encore pire que je préférais limite le truc un peu parodique. toujours le même métro. Toujours les mêmes. Mais attendez, c'est quoi ce t-shirt? Pas de chauffeur, pas de voiture, Mais c'est des t-shirts YMCA toujours le même. Genre, avec le lion et la couronne et les espèces de petites les petites manches simili-cuir. Mais désolé, mais c'est très esthétique esthétique vieux barguet berlinois, oui. Même métro. Toujours les mêmes blèmes. Très populaire à l'époque, putain. Vraiment des goûts de PD hein, à l'époque. Hein. Toujours les mêmes bails. De toute façon, je m'en fous. Sur le net, je vous enjaille. Bon bah, du coup... On fait de ça, gros. On fait de ça, gros. Attendez, mais attendez, c'est qui dedans là? Il y a des visages, mais... On fait de ça, gros. Kevin Tran, mais qu'est-ce que tu fais là? On fait de ça, gros. Thibaut? Non mais attendez, Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Vous inquiétez pas, du lourd arrive, je vous aurais prévenu. Ramène tes potes, ramène la MIFA. On ira tous partager un morceau de pizza. Oui, allô, bonjour, c'est pour une grande pizza. Une 4 fromages. Oh là là, allez bon. Bon après ça a pas changé hein. Aujourd'hui on a Zerator qui fait pareil hein. Désolé mais bon. Pourquoi les youtubeurs ils veulent tous faire du rap? Je veux dire au bout d'un moment c'est bon quoi. Laissez ça aux rappeurs. Publié le 9 octobre 2022 sur la chaîne YouTube de Road to Saiyan qu'il explique les raisons de son arrêt de YouTube. Et c'est assez simple, le Covid. Ah, la chaîne Road to Saiyan, la chaîne d'Avener, quel banger hein. Moi je suis désolé hein. Des fois je me re-regarde des vidéos parce que j'aime trop. Son Tour de France, quel poulet hein. D'ailleurs, vous le verrez, c'est pas le seul YouTuber qui a dû stopper à cause du Covid. Mais je vous parlerai d'un cas quasi similaire un petit peu après. Et oui, je suis obligé de censurer ce mot parce que j'ai bien l'impression que YouTube ne l'apprécie pas trop. En fait, Avener, moi il m'attriste trop ce gars. Moi c'est un gars, j'aimerais trop que ça soit mon pote. Un gars comme Avener, je sais, je bouge avec lui en ville, mais je passe mon meilleur moment. Il est là, il est un peu fou, il me lance des regards, et moi j'ai envie de jouer avec lui, faire de l'acting et tout. Enfin, j'aime trop les gens comme ça. Mais comme je vous le disais, il explique à Avener dans sa vidéo Quitter la ville pour la campagne du 9 octobre dernier qu'il en a eu marre de son appartement sans jardin au centre-ville de Bordeaux, durant le premier confinement du Covid. Il a acheté une propriété de 3,5 hectares en Dordogne dans laquelle... Avener, j'ai jamais compris le délire autour. Et désolé, ce gars, il a une énergie incroyable, c'est un trop bon acteur, il est drôle, c'est tout. Son quotidien hérité. Et puis le côté un peu sincère, routine sportif là. Mais par du jardin. Il y a un côté cringe Avener. Oh là là, mais vous savez pas apprécier le cringe. Je suis désolé, moi j'aime bien le cringe d'Avener. Là j'ai de la cuisine. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il s'épanouit sur les formats courts de TikTok et Instagram en tant que Farmer Boy. Depuis... Puis si vous savez pas d'ailleurs, Dany il a fait une vidéo avec Avener. Hein. Rappel hein. Il a fait du soulevé de poids avec Avener. Le 26 juin 2022, Jigme nous partage sa vie en Dordogne, accompagné de son terrain, de fleurs et d'animaux. Et quand on regarde ses statistiques, on peut vite se rendre compte que ses vidéos où il montre ses cultures plaît beaucoup, puisqu'il a atteint les 270 000 abonnés et réalise en moyenne des TikTok à plus de 200 000 vues. Sans parler également de ses statistiques sur Instagram, parce que bah pour le coup, il cartonne aussi pas mal. Alors ouais, t'es bien renseigné. Mais tout le monde le sait que Dany il a été faire un soulevé de poids chez Avener, il a pas arrêté d'en parler pendant 3 streams. Ok, c'est sympa de poster sur TikTok et Instagram, mais pourquoi avoir abandonné YouTube? Eh bien, c'est une question de temps et de production. C'est moins lourd de gérer une vidéo TikTok faite au smartphone qu'une vidéo YouTube faite avec du matos semi-pro. Il a donc décidé de passer du 16/9 au 9/16. Aujourd'hui, il fait tout seul pour... D'accord, je m'en branle. Ses réseaux. Il cultive sa propre nourriture et en plus, beaucoup le suivent pour ses aventures. Et de mon point de vue, je trouve que c'est le meilleur cercle vertueux que j'ai pu voir. Alors, bien entendu, sur ses réseaux, beaucoup lui demandent quand est-ce qu'il revient. Et j'ai bien l'impression qu'il va revenir bientôt, au vu de ses réponses. Et je me devais de parler de ce youtubeur parce que j'ai pour le coup trouvé sa reconversion professionnelle très inspirante. Bah ouais. Voilà. En vrai, longue vie à lui hein.
C'est vrai que c'est un peu life goal, hein. Moi j'aimerais bien, hein. Quand je commence à vieillir, partir à la campagne, plutôt à la montagne, hein, et avoir un délire comme ça me plairait bien. Mais après, si c'est pour me taper tous les babos qui font du djembé à la fête du village, j'avoue que la ville va me manquer d'un coup, j'avoue. Jérôme Jarre, but I'm not gonna ask you. Si mes seuls amis, c'est des dreadeux qui font des bolasses, bon. Avouez que vous n'avez pas entendu ce nom depuis plusieurs années. Au commencement de l'ère des réseaux sociaux, Jérôme Jarre était la plus grande star française de Vine à l'international. Alors, t'as pas l'air simple quand même, c'est du travail ce mode de vie. Bah ouais, mais je veux dire, moi je veux bien aller m'isoler dans la campagne. Parce que des fois, ouais, j'aime bien streamer, hein, j'aime bien mon mode de vie streameuse, un peu personnalité publique de merde, avoir des subs et tout ça. Je dis pas le contraire, j'aime bien ça. Mais je passe quand même beaucoup du temps de ma vie assis sur mon cul. Voilà, des fois j'ai envie de me bouger. C'est vrai que c'est une vie qui est tentante, tu vois. Tu vas pas en ZAD en gros, mais en village. Mais alors, franchement, tu vas dans les montagnes aujourd'hui, dans des petits villages sympas. Mais la plupart des locaux jeunes, c'est souvent des babos bolas zadistes. Hein. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est des débrouillards. Ça, faut le reconnaître. Il y en a, en fait, quand ils viennent là-bas, c'est à la dure, quoi. Ils sont obligés de se démerder, en vrai. Bonjour, non. Oui, mais toi, police, toi, t'es vraiment allé dans le trou du cul du monde. Précisément, en fait, t'as cherché le trou du cul avec ton doigt, tu l'as posé sur la carte et tu t'es dit, je vais dans le trou du cul. Sergibzi, bouffon, je déteste ce gars. Oui, je l'aime pas trop non plus. Lancement de l'ère Mais la vidéo est intéressante. des réseaux sociaux, Jérôme Jarre était la plus grande star française de Vine à l'international. Alors Vine, Mais Jérôme Jarre, c'est pas un musicien. Ah non, Jean-Michel Jarre. Ah non, pas. pour les plus jeunes, c'était comme TikTok, mais les vidéos ne duraient que 6 secondes. Alors ça, je m'en rappelle pas du tout, hein, par contre. Il fallait être inventif et créatif pour tenter d'émerger sur cette plateforme. D'ailleurs, perso, j'ai découvert ce mec avec une série de Vine qui va d'ailleurs bien fonctionner. Les How to be awkward, ou en français, comment être gênant. Et en fait, ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié à l'époque, et c'est sûrement le cas pour beaucoup, c'est le fait qu'on voyait un jeune français expatrié aux États-Unis juste faire des blagues dans la rue sans déranger. Le but était juste de faire sourire les gens autant en IRL que sur Internet. Il l'osait sans avoir peur du ridicule. Ok. Et c'est d'après moi, cette audace qui va lui permettre de se hisser sur le podium des Viners les plus populaires. Mais Full White Savior, Jérôme Jarre. C'est pas le gars qui a fini dans une histoire d'adoption bizarre là? Non, c'est pas lui. Il y a eu un truc récemment sur un gars qui a fait une dinguerie comme ça là. Non, c'est pas lui, non. Après avoir réalisé des vagues... Ayant vécu en campagne belge, ah bah ça se voit, t'inquiète pas. Lorraine, on se fait toujours chier, mais chacun son truc. Bah oui. Non, mais après la Belgique, mais moi j'habite dans le nord, hein. La Belgique, le nord, c'est quand même déprimant. La campagne, c'est plat, c'est gris, il pleut souvent. Enfin, c'est pas la montagne, enfin... Moi si je vais dans la montagne, je vais dans les Pyrénées ou je vais dans les Vosges, un truc comme ça. Avec des inconnus, il élargit son périmètre d'action en invitant des célébrités. Alors, non, pas les Vosges, je crois que c'est de la merde. Bref. De Robert De Niro, Pharrell Williams ou encore Kristen Bell. Il est également l'un des jurys du festival du film Tribeca 2014 pour la catégorie des films de 6 secondes. D'ailleurs, fait amusant, en 2014, sa rémunération était en moyenne de 25 000 $ pour un Vine et pouvait monter jusqu'à 35 000 $ pour un Snapchat. Incroyable. 35 000. Sa notoriété est devenue tellement surréaliste qu'une entreprise américaine lui a même proposé un contrat d'1 million de $, à condition qu'il reste à New York pendant 1 an. Ok. Contrat d'ailleurs qui va finir par refuser. Cependant, 3 ans après la création de... Il devait faire quoi? Pourquoi il a refusé? C'était quoi les conditions? Vine, cette application va fermer, notamment à cause de la concurrence qui est quand même, on peut le dire, assez rude. Il y avait Snapchat, Musical.ly ou encore Instagram, qui à cette époque avait sorti des nouvelles fonctionnalités pour concurrencer Vine. Et du coup, naturellement, la question qu'on peut se poser, c'est après que Vine est fermé, qu'a décidé de faire Jérôme Jarre? Le 15 mars 2017, Jérôme Jarre lance un appel aux dons via... Putain, j'avoue qu'en fait, c'est vrai, ta plateforme ferme du jour au lendemain, t'as rien, quoi. Si tu t'es pas adapté sur d'autres plateformes, t'es finito. Demain, Twitch ferme, le seul qui s'en sort, c'est Calivision. Twitter sous le hashtag Turkish Airlines Aid Somalia pour lutter contre la famine qui sévit en Somalie. D'ailleurs, plus d'1 million de $ seront réunis. Ou encore le 27 novembre 2017, en compagnie entre autres de... Ah oui, je me souviens. Ok, ce gars était dans cette vidéo. Putain, je m'en rappelle. Cette vidéo, putain. Mr V, Omar Sy et DJ Snake, Jérôme Jarre se rend au Bangladesh. Le but étant de sensibiliser les gens au sort des Rohingyas, qui fut une épuration ethnique en Birmanie. Grâce aux réseaux sociaux, notamment Twitter, la Love Army, qui est le collectif qu'a créé Jérôme Jarre, en vrai, ça avait bien marché à l'époque. Hein. Ils avaient récolté beaucoup de dons. Appelle le président turc Erdogan afin que celui-ci mette en place une aide humanitaire. Et plus de 2 Il y avait Jeune Rachid, je me rappelle. millions d'euros seront récoltés. Ah, également, en 2019,
Pourquoi il est là, ce gars-là? Ce mec-là, moi je m'en branle de son contenu, mais lui, il a fait tellement de dingueries. En fait, c'est le nombre de casseroles que ce gars a. Il aurait joué dans le film Y a-t-il un youtubeur? Oui, Logan Paul, c'est ça. Il a filmé un suicide au Japon. Il a, récemment, je crois, il a fait quoi? Il a adopté un cochon pour ensuite vouloir s'en débarrasser quand il est devenu trop gros. Et le cochon, on l'a retrouvé en mauvais état, en train de bouffer un autre cochon, un truc comme ça. L'avion, voilà. Après banger, c'est vrai que la vidéo du suicide, c'était quand même quelque chose. Il fallait la voir, quoi. Elle a été supprimée très vite, mais moi je l'avais vue à l'époque. Mais quelle idée de mettre sur YouTube un pendu. C'est une dinguerie, mais bon. Un film d'ailleurs qui n'a pas été super apprécié, vu les notes qu'il s'est pris. Pas ouf. D'ailleurs, petite parenthèse, je me tâtais à le mater en live un jour juste pour voir un peu s'il est aussi pire qu'on le dit. Quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse et si je le fais, ça... Ah, j'en ai entendu parler du film. Il est vraiment... C'est American Pie, mais nul. Passera sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner, hein, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et bref, malgré les 1 100 000 abonnés, sa dernière publication Instagram date du 7 juin 2022. Elle concernait la mission Love Army Following Us, et élément d'ailleurs intéressant, à la fin de ce post, il est écrit « J'apprécie vos gentils messages me demandant comment je vais. Je vais très bien et je suis plus heureux que jamais. J'aime cette vie vibrante en dehors des réseaux sociaux. Je souhaite à tous d'excellents moments à venir. » Et depuis ce 7 juin 2022, c'est le silence radio. Mais le point positif de ce silence, c'est qu'il est volontaire de sa part. Je pense qu'aujourd'hui, il veut juste se consacrer à temps plein dans les aides humanitaires et être loin des caméras. Et par moments, utiliser son influence pour récolter de l'argent. Parce que... En vrai, cool, hein. Peut-être que vous ne le savez pas, mais tout le monde ne veut pas rester jusqu'à la fin de ses jours créateur de contenu. T'en as dans le tas. Bah oui. Qui utilise Internet comme tremplin, et j'ai bien l'impression... Oui, c'est mon cas, à moi. Que Jérôme Jarre l'a utilisé pour rendre ce monde meilleur. Bref, Jérôme Jarre, si tu vois cette vidéo, on te passe le bonjour. Bismode. Putain, Bismode, ça me dit quelque chose. Oh là, j'ai souvenirs, j'ai flash du passé. Là, on va parler d'une période incroyable sur YouTube. C'était quoi Bismode? Une période où j'en fais souvent référence dans mes vidéos parce que parce que je l'ai adoré. J'ai pas... C'était quoi? C'était la période Garry's Mod, Battleground, Unknown, je sais plus quoi là. Hein. Période Call of. Ouais, donc Call of c'était avant. La période des killstreaks de Gotaga. Les mots pour vous exprimer. Call of virilisme. C'est vrai que t'as donné 20 subs sur cette chaîne. J'avais envie de te ban 10 minutes. En vrai... C'est bien à quel point j'ai pu aimer. Ça va. Moi j'ai beaucoup joué à Call of en vrai. Mais oui, il y a un truc viril. Et alors? Oh, ça va. Cette période de YouTube. Parce que YouTube était nouveau pour nous à ce moment-là. Et donc forcément... Monsieur le V12. On avait des étoiles plein les yeux. Également, ce que j'ai beaucoup aimé à cette période, c'est le fait que les YouTubeurs n'étaient pas encore vus comme des stars. Les YouTubeurs sortaient juste des vidéos pour partager les moments cool qu'ils vivaient avec leurs amis ou en... Putain, je me rappelle, je les regardais ces vidéos de discussion sur des maps de Call of là. Où des fois juste, ils s'arrêtaient. Ils se mettaient à parler entre eux, ils racontaient leur vie. C'était un concept, hein. Solo. Il n'y avait pas vraiment encore de métier, il n'y avait pas d'obligation. En fait, c'était un concept pré-Wankill Studio. Wankill Studio, après, c'est devenu leur marque de fabrique de faire ça. De lancer un jeu, de s'égarer, de raconter leur vie. Mais à l'époque, c'était... Quand tu tombais sur ce genre de contenu, c'était presque un peu sacré. Parce que d'habitude, ils jouaient à des jeux et tout ça. Ils faisaient leur truc de gameplay, de kill et tout ça. Et des fois, ils parlaient entre eux. Et c'est là que c'était précis. Histoire de la sextape ou je sais pas quoi de Monsieur le V12. Il y a eu du harcèlement, chantage. Ah ouais, peut-être. Insulter des gens en vocal, quel plaisir, oui, oui. Ou de pression, et donc la majorité des vidéos sortaient sans aucune contrainte. Alors certes aujourd'hui ça a vachement évolué et je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Cependant forcément ma nostalgie ne peut m'empêcher de me rappeler que dans la même journée je pouvais avoir une nouvelle vidéo de Diablo X9, Digidix, Monsieur le V12, Wartech ou encore une vidéo du youtubeur. Putain, ils ont quasiment tous disparu. Wartech qui avait été en couple avec Enjoy Phoenix. Bismode 3. Putain, je suis vraiment terminali. Ma vie c'est d'avoir été terminali YouTube. Hein. Je m'en veux un peu. En fait,
devant cette vidéo, j'ai une réalisation de qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie en fait. Bismod 3, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont pas vraiment connu, mais il fait partie des premiers sur YouTube à faire des vidéos sur Call of Duty. Ce qui va plaire avec ce YouTuber, c'est son côté d'ailleurs décalé. Il est pas mauvais aux jeux vidéo, mais il est surtout bon dans le divertissement. Il va d'ailleurs créer une série de vidéos qui s'intitule Condensé, série qui va bien fonctionner, où le concept est simple, faire un montage sur des moments rigolos quand il joue. Et c'est d'ailleurs avec cette série de vidéos que j'ai pu découvrir Bismod 3. Cependant, Bismod 3 n'est pas comme les autres YouTubeurs gaming. C'est quelqu'un qui va vite avoir l'envie de partager sa vie en vidéo. Et si au début, ce style de vidéo vlog était d'aller chercher le prochain Call of dans un magasin de jeux vidéo, et bien petit à petit, on va avoir de plus en plus de vlogs sur cette chaîne. Tout d'abord, des ouvertures de colis. J'ai d'ailleurs été surpris en voyant qu'en 2011, ce genre de vidéo se faisait déjà. Mais également... Merci Claire Cash pour le raid. Merci beaucoup. Comment ça va les gens? Bonjour. Bonjour. Voir tech stream sur Twitch parfois. Ok. Bonjour les gens. On est en train de regarder la vidéo de Sir Gibbsy. Bon, je l'aime pas trop, mais il a fait une vidéo sur que sont devenus ces youtubeurs. C'est très intéressant, c'est très précis. Très précis. Mais intéressant, en fait, putain, et je suis presque en train de me dire c'est précis parce que toi, Claire Cash, tu dois avoir plein d'histoires à raconter. Vu que t'es là depuis très longtemps, tu dois avoir plein d'histoires à raconter sur que sont devenus certains streamers et tout ça. Wow. Bon, bref. Je préviens, il y a quelques relous de retard dans mon raid. Oh, mais c'est pas grave. Moi, je sais les accueillir. Au pire, s'ils ont quelques questions, je réponds aux questions, bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup, Claire Cash. Installez-vous, les gens. Et là, on était sur Bismod. Bismod que j'ai pas trop connu. Mais voilà. Qui est devenu Bismod. Pas si longtemps, je stream depuis 3 ans et demi. Mais moi, je pensais que c'était plus longtemps que ça. Je pensais que t'avais connu V'là les gens depuis très longtemps. Je pensais qu'il y avait un délire comme ça, où en fait, globalement, à peu près tout le monde te connaissait parce que t'étais là depuis vraiment longtemps. Un roi Bismod, toute mon enfance et m'a donné mon amour pour le Québec. Ah, c'était un Québécois. Une série intitulée Crazy Trip, où le concept est juste de faire... C'est Dame Dame, la vieille du stream. Ah bah ouais. Je sais pas si elles existent encore. Les premières vidéos de Dame Dame où elle mixait sur des platines. Les vidéos mauvais passing. Bon bref. J'avoue que c'était quelque chose quand même. Je crois qu'elle les a supprimés à mon avis. Des vlogs en voyageant. Sauf que Bismod 3 va se lier de passion avec ce genre de truc. Il y a les meilleurs raids. Ouais, j'ai des raids de qualité. J'ai eu Cassandre, j'ai eu Chill et j'ai eu Claire Cash. Vraiment des gens que j'aime bien en vrai. Bon, même si je passe pas souvent sur les streams, désolé, mais bon, il y a beaucoup de streams quoi. Une fois qu'on se lance dans Twitch, il y a quand même beaucoup de streams quoi. Puis j'avoue, je regarde plus trop de streams. Je regarde un tous les 2 jours, un truc comme ça. Et donc va de plus en plus voyager, mais sans le partager forcément à sa communauté. Ce qui fait que plus le temps va passer, moins il va faire de vidéos sur sa chaîne, du moins sur sa chaîne principale. Et oui, parce que depuis ses débuts, Bismod 3 a une seconde chaîne du nom de The Tall Theo. Et si le concept à la base... Putain, la vidéo, on dirait un truc horreur, creepy, true crime. C'était de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec sa chaîne principale, et bien petit à petit, cette chaîne va devenir sa chaîne. Un jour, nous arriverons à te faire dire Claire Cachée. Putain, c'est vrai que c'est Claire Cachée, tu l'avais dit la dernière fois, j'ai oublié. Putain. Moi, il y a un truc pour retenir, c'est la douleur. Je vais me mettre une claque. Claire Cachée. Voilà, j'ai retenu. Maintenant, je vais associer la douleur à Claire Cachée et je vais retenir. C'est pavlovien. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je connais pas grand monde, comme je suis aux USA. Du coup, je vois pas beaucoup les autres streamers. Ok. Bon, bah, désolé, je pensais. Je pensais que tu connaissais du monde et tout ça. Bon, au pire, on s'en branle, hein. Connaître du monde ou pas, on s'en branle. Hein. C'est pas une qualité, bon. Je dis pas ça comme ça. C'est juste que je pensais ça parce que j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui m'avait dit « Ah, Claire Cash, elle connaît du monde et tout ça. » Bon, bref. Il y a un mode qui connaît le programme habituel de Moodfed pour savoir si je mate demain ou pas. Un mode qui connaît... Non, il n'y a pas de modo sur ma chaîne Baraki. Il y a très peu de modo. En fait, je modère quasiment pas. Claire Claqué. C'est pas très sympa, ça. Claire... Attends, il y a quoi comme mode? Claire Cash? Claire Cachée? Claire Cachée d'aspirine? Claire... Claire Cagole. Vous imaginez? Une meuf du sud qui s'appelle Claire Cagole. Ce serait un concept un peu. Claire Cachère. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Chaîne de vlog. Sauf qu'après une dernière vidéo sortie le 23 décembre 2018 sur cette chaîne de vlog qui le montre à Galway, ville d'ailleurs que personnellement je trouve incroyable et qui se situe en Irlande. Vraiment, si vous avez la possibilité d'aller en Irlande, visitez Galway.
C'est trop beau. Eh bien, Théo ne va plus donner de signe de vie. Enfin, si, il va faire un petit thread sur Twitter où il explique qu'il a fait un virage à 180 degrés dans sa vie et qu'il avait... Après, les gens me connaissent apparemment, plein de streamers sont venus me voir à la TwitchCon alors que je leur avais jamais parlé. Ok. Bah, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, pour être précise. Quelqu'un qui était à la TwitchCon qui t'a vu et qui m'a dit « Ah, RK, je connais du monde. » Bon, voilà, bref. réussi à faire en sorte de ne plus se prendre la tête avec YouTube, ce qu'il a d'ailleurs... Petit milieu de streamer, hein, insupportable, hein. Désolé de parler de ça, on s'en branle. Hein. C'est vraiment moi. En fait, moi j'aime bien les trucs un peu popotins. Non, mais comment on dit papotin. Les ragots. Le popotin. Putain, comment on dit les popotins, merde, j'ai oublié le mot. Les potins, voilà. Oui, les potins. Moi j'aime bien les potins. Mais on s'en branle. En vrai, des fois, les milieux streamers, les potins entre streamers, youtubeurs et tout ça, et des fois ça me saoule. C'est très intéressant, c'est très précis d'avoir des infos sur les gens. Parce que des fois tu te dis, ah ouais, ce gars, c'est ça. Putain, j'aurais pas cru. Mais, quel milieu de merde, hein, quand même, un peu. Hein. Je suis sociable, haha, c'est rare parmi les streamers, hahaha. Eh ben, merci. Mais en tout cas, merci de me raid, hein. C'est vrai que t'es sociable. Prochaine fois, j'irai te dire bonjour quand tu passeras en France. C'est faux. Peut-être un jour, mais on se connaît pas assez pour... Oui, bon, bref. Pas mal libéré. Il a également fait un podcast sorti le 10 octobre 2019 en compagnie de Nabil et Gurki. Et il dit ceci. Je vais être pilote d'avion, mais ça se trouve, je vais me planter en cours de route. Je viens tout juste de commencer. J'ai commencé à 2 mois. Alors, qui est devenu Bismuth 3 ? A-t-il réussi à devenir pilote aujourd'hui ? Compte-t-il revenir sur YouTube ? Eh bien, après avoir fait les tests pour devenir pilote, selon mes petites recherches, depuis 2022, il est devenu ça. Voilà. Aéronautique, aviation, aérospace, sciences et technologies. En vrai, stylé. Ok, le mec est dans l'aéronautique, c'est bien, ça paye bien. Ça paye très très bien. J'ai un pote qui a fait ça. Après, il voulait faire de la bande dessinée, donc il a quitté son travail. Mais ça paye très bien, t'es à l'aise. Hein. Alors, c'est un métier aéronautique, bah oui. J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. En fait, c'est toi qui es sur les chantiers pour réparer et construire des avions. C'est un métier hyper valorisé de fou. À ces termes, parce que je vous avoue, je m'y connais pas trop en aviation, j'ai donc demandé à des spécialistes des précisions sur les réseaux sociaux. Et donc, en gros, PPL, c'est licence de pilote privé, donc tu peux voler seul sur certains types d'avions. CPL, okay. C'est la licence de pilote commercial, c'est le PPL, mais en gros, tu peux commencer à financer tes vols. Putain, il est pilote d'avion du coup. Et à transporter de la marchandise, tout en étant rémunéré pour tes vols. Multi-IFR, ça veut dire qu'il peut piloter un avion à plusieurs moteurs en vol aux instruments, exemple dans les nuages, le brouillard, etc. Et CFI Class 4, c'est instructeur de vol débutant. Et il y a un mec qui bosse chez Airbus au Québec, c'est pas si bien payé, mais là, Bismuth est pilote, pas un G. Oui, du coup, je comprenais pas les anagrammes, les acronymes, je sais pas quoi. Supervisé par un instructeur de classe 2 ou 1. Et donc, pour résumer, de ce que j'ai compris, je pense qu'il est en bonne voie pour devenir pilote. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Bismuth 3 a l'air d'avoir réussi à atteindre ses objectifs de vie. Et je pense que c'est pas demain qu'il reprendra YouTube. Il a aussi un joli bagage, puisqu'il a fait des études de marketing pendant 3 ans à HEC, qui sont quand même les hautes études commerciales, hein. C'est pas rien. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai quand même envoyé un message à Théo sur Facebook afin de savoir s'il voulait passer un message aux gens qui regardent cette vidéo. Et pour le moment, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Mais ne vous inquiétez pas. Bah t'es un peu un forceur, pourquoi tu lui envoies un message ? N'hésitez pas, si j'ai une réponse de la forceur le gars, pourquoi il fait ça ? Part de Théo, En fait, ce que je disais sur la vidéo, c'est que c'est très intéressant, mais en même temps, bon, il y en a qui veulent peut-être vraiment disparaître, quoi. Mais du coup, ça les fait réémerger, oui, bon, bref. Mais ce que je disais, c'est que c'est Internet, t'y échappes pas, quoi. Je vous la partagerai dans une future vidéo. Il force pas qu'avec les youtubeurs après, lui. Oui ? Bon. J'ai pas les infos, donc voilà. Vous pouvez me faire un rafraîchissement de mémoire si vous voulez, mais... Alors là, il y a 2 catégories de personnes qui regardent cette vidéo. Ceux qui connaissent les délires de Max et qui se disent « Oh bordel, putain, c'est vrai, ce mec, je l'avais complètement oublié. » Et délire de Max, ça me dit quelque chose. Et ceux qui se disent « Mais... » C'était pas un gars, il ressemblait à Domingo physiquement. C'est qui les délires de Max? Alors, vous savez quoi? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ce youtubeur, les délires de Max, c'est lui. Ah mais non, c'est ce gars. Ah, c'est ce mec cursed qui faisait des trucs bizarres et qui ressemble au prêtre noir de Fear and Hunger. Dans la vie, il y a un truc bien énervant qui nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Un truc encore pire que l'absence de chips dans le placard ou qu'une connexion internet qui rame. Ce truc, c'est l'insomnie. Ah oui, je me rappelle, c'était éclaté. Ces vidéos, c'était les pires. C'était insupportable. Oh, c'est fatigant.
Ne me remerciez pas. Alors, perso, je vais dire que je suis pas vraiment la cible. Mais à l'époque, n'ayons pas peur de le dire, ce YouTube... Bonne soirée les mouftards, c'est un mot valise avec fêtard. Oui d'ailleurs bien sûr, hein. Je rappelle en bonne commerciale de Twitch. Bien sûr, vous découvrez cette chaîne-là. On est en pleine nuit, voilà, je vais vous faire un storytelling. On est en pleine nuit. Oh, vous n'avez rien à faire ce soir visiblement. Et là, un raid de Claire Cash, un raid de Cassandre, un raid de Chillin L. Voilà, votre streameuse préférée vous raid. Et vous retrouvez où? Chez Moufette. Un stream que je ne connaissais pas. Une pépite potentielle, capable d'animer mes nuits tourmentées. Vous êtes sur le stream de Moufette, bien sûr. Donc followez la chaîne. Je stream la nuit, des fois l'après-midi. Mais bon, là c'est l'été. Du coup, je fais moins de stream. C'est un peu dur l'été, il y a moins de choses à regarder, bien sûr. Mais voilà, followez la chaîne, hein, bien sûr. YouTubeur avait beaucoup de succès. Des millions de vues par mois, plus de 200 000 abonnés pour un contenu type Squeezie de l'époque mélangé à de la cocaïne trempée dans du Red Bull. Bah, c'était quand même pas mal. Mais si maintenant je vous ai permis de vous rappeler de ce youtubeur, laissez-moi descendre dans l'iceberg des souvenirs. Bien sûr que je connais Chillin L. Je crois que c'est le stream que j'ai le plus raid de tous les streams quand je finis mes streams la nuit. C'est sûr, hein, c'est elle que je raid le plus souvent. Vous souvenez-vous de Nadège Candle? Ah ça y est, je m'en rappelle, j'ai des flashbacks. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit du Te Challenge. Essayez de ne pas rigoler. Dites-vous que pendant l'écriture de la vidéo, j'avais complètement oublié son personnage féminin. Et du coup, en le voyant, bah, ça m'a rappelé quand même une sombre période. Alors, Max s'est fait connaître dans une période où YouTube était en pleine émergence. Et vous en doutez, ce genre... Après, il y avait un côté transfème au placard un peu. C'est ça qui me fait rigoler. Il y avait un côté transfème au placard un peu, non? Très énervant, très agaçant. Mais je me rappelle, je le sentais un peu le mood. Ce genre de contenu était pas mal. Jojo Bernard était drôle au moins. Ah, Jojo Bernard, c'était rigolo en vrai. Ça va. Mais après, son concept, il s'est épuisé très très vite. En fait, ce type-là, et en plus, je l'ai croisé à Lille, il est cool. Il est vraiment sympa. Bon, bref. Mal critiqué. Par moi d'ailleurs, hein, je me rappelle que j'avais fait une vidéo qui dénonçait ses agissements. Salut à tous les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Par exemple, le fait qu'il crée des dizaines de comptes pour liker ses propres commentaires en dessous des youtubeurs connus, afin d'être mis en avant dans l'espace commentaires et gagner des abonnés. Oui, oui, je vous jure qu'à l'époque, juste en étant top commentaire, tu pouvais gagner des abonnés. Il y avait d'ailleurs plein de comptes YouTube qui avaient commencé à pop un peu partout, genre 100 000 abonnés sans vidéo, etc. Bon, après, pour sa défense, il avait moins de 30 000 abonnés. Il voulait être connu par tous les moyens. Avec du recul, c'est pas la catastrophe non plus. Mais ça... Putain, ça veut dire que ce gars se faisait connaître en mettant des commentaires sous les vidéos des gens? Sachez que ce qui va le faire percer, avant tout, ce sont ses podcasts. La chanson de l'école, fille versus garçon, il y a un côté, moi je suis désolé, très... Ouais, transfème au placard de fou. Hein. Aucune vanne. Alors, vous en doutez, on est très clairement pas la cible de ce genre de contenu. Ceux qui sont visés, ce sont les enfants. Mais soyons honnêtes... Bah, il a parfaitement géré son coup. Son côté décalé et hyperactif va lui permettre de gagner une grosse communauté. Des millions de vues par mois, des milliers d'abonnés. Quand on regarde sa chaîne actuellement, eh bien, il a plus de 650 000 abonnés sur la principale et plus de 350 000 abonnés sur la chaîne Nadège Candle. Oui, dites-vous, cumulé, il a plus d'1 million d'abonnés. Mais du coup, peut-être que certains dans le tas, là, le faible pourcentage, se demandent qu'est devenu ce youtubeur. Continue-t-il? Très bonne question. Est-ce qu'il a transitionné? D'être l'enfant hyperactif qui fait des podcasts et qui joue aux jeux vidéo? Eh bien oui. Franchement, s'il a transitionné et que tu révèles... Ah mais non, il fait encore des vidéos. Ah ok. Actuellement, Max, en cumulant sa chaîne principale avec sa seconde chaîne, réalise en moyenne 6 vidéos par semaine. C'est dans la majorité du gaming. Et si vous vous demandez s'il a changé son comportement, voici la réponse. Pourquoi il me fait penser à Macron jeune? Parce que tu es matrixé. Quoi? Non. Non. Et moi personnellement je trouve ça fou en vrai de voir qu'il arrive toujours à garder une énergie comme ça même après des années. Et oui, il fait encore des vidéos, oui. Et là c'est 100% honnête, je tire mon chapeau. Et même si ces deux chaînes ont perdu petit à petit en intérêt, eh bien cumulé on arrive entre 1 et 2 millions de vues par mois. Ce qui veut dire que rien qu'avec les revenus pub, eh bien il continue toujours de vivre de ses vidéos. Et en vrai, je l'avoue, j'ai pas mal de respect pour lui. De voir qu'il a jamais lâché ces deux personnages depuis toutes ces années et qu'il continue de faire ce qu'il aime en divertissant sa communauté, bah vraiment, je tiens à le dire, chapeau. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, Max, bah je te dis bien joué. Comment il fait pour ne pas vriller? Bah c'est tout, c'est comme ça. Quand ta chaîne, elle perd de l'audience, que t'es sur la pente, c'est tout, tu fais avec. Au bout d'un moment, ça te saoule, je pense, il y en a, ils s'arrêtent ou pas, tu vois, mais bon. Voilà, en espérant que tu continues à l'avenir. Si un jour, j'avais pensé, dans une de mes vidéos, dire ça, j'aurais crié au fake. Bref, maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de passer à la personne qui m'a été le plus demandée. Diablo X9.
Ah non, Digidix. Oh, Digidix. Digidix, on dit Digidix ou Digidix? Vous dites quoi, vous? En vrai, Digidix, c'était à l'époque où tout le monde disait digital. Guy, Digidix. Quand je vous ai demandé sur Instagram des noms de youtubeurs ou youtubeuses disparus, le nom qui est le plus souvent venu, c'est celui de Digidix. Digidix fait partie de la première vague de youtubeurs gaming en France. Mais au-delà des chaînes gaming qu'on pouvait trouver avec un contenu qui était toujours dans le même style. Oh putain, j'ai des souvenirs de Call of. La première vague de youtubeurs gaming en France. Mais au-delà cette map, elle était incroyable. C'était ma map préférée quasiment. Là, des chaînes gaming qu'on pouvait trouver avec un contenu qui était toujours dans le même style, un commentary pendant qu'un gameplay était diffusé, un autre type de contenu va débarquer à partir de 2011 en France, les Machinima. J'entends des bruits. Ce sont les contrôleurs. Je vous donne l'ordre de nettoyer la pièce. Terminé. Mais nous n'avons pas de produit à carreaux. Je lance Master Ball. Zizi violet. Le concept est très simple. Venant des mots machine et cinéma, le Machinima est le concept de prendre des passages d'un jeu et d'y apporter une histoire à sa sauce avec une narration. Et ça, c'était trop bien. À partir de cette période, qu'une future légende de YouTube débarque, Digidix. Ce youtubeur est un phénomène, mélangeant du gameplay de Battlefield avec une histoire, tout en faisant des imitations de ses rappeurs préférés, tels que Booba, Lafouine ou encore Caris. C'est un contenu qui était nouveau pour l'époque et surtout très bien réalisé. Alors certes, aujourd'hui, ça a un peu mal vieilli, ce qui est normal puisque ça fait quand même plus de 12 ans que cette chaîne existe. Mais si Digidix reste encore autant dans les mémoires, c'est parce qu'il a marqué beaucoup de viewers, dont moi, qui avait d'ailleurs à l'époque consacré une vidéo sur ce youtubeur. Aujourd'hui, l'épisode sera court mais intense parce que Oh là là, mais il est dans les backrooms. je vais vous parler d'un youtubeur au punchline Genre, c'est vraiment l'architecture de chez lui, c'est bizarre quoi. tueuse et crade. Coupé. Quoi? Bah c'était nul. Bonjour à tous, c'est Gibbs et aujourd'hui je vais vous parler de Digidix. C'est pas ouf. J'avoue. Mais à l'époque, ça avait son succès. Des vidéos à plusieurs millions de vues, une communauté très impliquée. Je prends pas beaucoup de risques si je vous dis que Digidix faisait partie des youtubeurs les plus respectés de France. Sauf que depuis le 3 novembre 2013, soit la sortie de la dernière vidéo sur sa chaîne et quelques tweets où il partage des photos de la Paris Games Week, c'est silence radio. Et quand je dis silence radio, aucun message pour expliquer qu'il fait une pause ou qu'il arrête. Non. Il disparaît totalement. Tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi. Putain, c'est vrai, c'est intéressant ça. Genre d'un coup, il a arrêté. Je me demande dans quel état d'esprit il était. Est-ce que d'un coup, il s'est dit « Oh, la flemme ». Quoi, au moment où ça marchait le mieux pour lui, il a quand même une photo avec Kev Adams en fond. Il est parti comme les Daft Punk. C'est pas rien. Pourquoi, au moment où ça marchait mieux, il a arrêté de faire du contenu? Quand vous regardez en plus sa La prison, peut-être. dernière vidéo, bah y a rien qui nous montre qu'il va arrêter. Sur Twitter, pas une seule fois, il fait référence à son arrêt sur YouTube. Alors pourquoi? J'ai une petite théorie à ce sujet et j'aimerais rapidement vous la partager. Depuis ses débuts sur YouTube, Digidix n'a jamais montré son visage. Son but était de rester simplement une voix. Sauf par moments où il se montrait en cagoule, mais on sentait que ce youtubeur ne voulait pas vraiment divulguer son identité. Et ce qui s'est passé, vous allez voir, c'est vraiment être au mauvais endroit au mauvais moment. Lors d'un reportage de Cache Investigation, Élise Lucet fait un micro-trottoir en rapport avec le sujet de l'émission. Et à un moment, elle interroge 4 personnes dans la rue. Et ce n'est rien de plus que Digidix et ses 3 amis à visage découvert. La malchance. Alors forcément, suite à ce reportage, beaucoup se sont questionnés sur l'identité de cette personne. Certains pensent que c'est Digidix, cette personne avec des lunettes et une veste bleue. C'est vrai que ça pourrait être lui. Flo Digidix. La voix colle bien. D'autres disent que ce n'est pas lui. Eh bien, c'est Digidix qui répond à cette question dans la description de sa vidéo qui s'intitule « L'humour est un masque fragile » où il dit « L'heure est venue mes soldats, la fin d'un secret, je suis démasqué, voici mon vrai visage ». Certains m'ont démasqué et m'ont vu passer sur France 2, je les félicite, je vous remercie de me faire confiance et de me suivre dans mon délire. Mais je porte pas de lunettes, attendez, c'est précis. Je porte pas de lunettes, c'était juste pour ne pas être reconnu et vous m'avez grillé comme une nugget. Oui, donc c'est bien lui. C'est bien lui avec ses lunettes. Ok. Masqué et m'ont vu passer sur France 2. Je les félicite. Je vous remercie de me faire confiance et de me suivre dans mon délire. Mais il poucave ce con. Bah non, mais à la limite, c'est mieux parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui le harcelaient pour avoir la réponse. Genre, il y a des gens, si tu leur donnes pas la réponse, ils sont prêts à trouver ton adresse, venir devant chez toi pour vérifier. Enfin... Surtout, c'est à partir d'1 minute de vidéo qu'il décide de faire un face reveal pour faire taire les rumeurs. Suite à ça, il ferait une apparition à la Paris Games Week, où j'y étais d'ailleurs. J'ai pu faire une photo avec lui, et je suis bien dégoûté parce que j'arrive pas à la retrouver, alors que j'étais sûr de l'avoir au moins laissé quelque part sur les réseaux. Ouais, bon, je voulais un petit peu me la péter, mais finalement, j'en aurais pas l'occasion. Et c'est seulement après 6 vidéos sorties en 17 mois que Digidix. La relève du pénis tourmenté, putain, c'est une époque, je m'en souviens plus moi. La fissure du col de l'utérus. Arrête YouTube. Ce qui est assez étrange dans cet arrêt, c'est que la dernière vidéo, c'est juste une bande-annonce qui annonce le retour du commandant et de son équipe. Donc en soi, c'est pas un au revoir. Au contraire. C'est un rebonjour. Mais suite à cette longue pause, il annonce sur Twitter une vidéo qui expliquera les raisons de son arrêt sur YouTube. Ok. Et plus rien. Plus rien.
Voilà. Il y aura seulement quelques tweets, mais plus aucun contenu ne sera partagé sur YouTube. Et c'est le 30 octobre 2014 qui postera son dernier tweet avant de disparaître à tout jamais d'Internet. Alors, putain, le dernier tweet, c'est Kev Adams, quoi. Bien entendu, on le verra de temps en temps like des posts sur Twitter qui parlent de lui. Également, il postera 2 tweets en 2016 parce qu'on avait hack son compte Twitter, mais sinon, plus rien. Dites-vous quand même qu'on est 9 ans après son dernier tweet et qu'on n'a aucune nouvelle de ce youtubeur. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Dites-vous forcément que c'est le youtubeur qui m'a pris le plus de temps dans mes recherches. Et je vais mettre directement fin au suspense. J'ai trouvé très peu de choses malgré mes heures passées dessus. Voilà. Alors, je veux quand même faire un petit disclaimer. Je suis pas un hacker, donc vous en doutez. Ouais, mais là, c'est trop forceur. Arrête-toi. On a compris du coup que ce mec-là disparaissait, mais justement, ne cherche pas. J'ai fait mes recherches. Là, ça fait, oui, c'est stalker un peu. J'ai été forcément limité, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ceux qui sont... Alors, il habite dans le 9-3, dans un petite banlieue pavillonnaire, voilà. Il y a une boulangerie à côté de chez lui, donc on imagine qu'il achète son pain tous les jours là. Enfin, les plus expérimentés pourront trouver des informations que j'ai pas. Bref, ce que j'ai fait tout d'abord, c'est d'écrire qui est devenu Digidix sur Internet. Voilà. Peut-être que la réponse est sous nos yeux depuis le début. Et bon, non, sans aucune surprise, hein, aucune réponse intéressante. Certains sur les forums qui font leur intéressant en disant qu'ils ont été au même lycée que lui, qu'il a redoublé 2 fois la seconde, qu'il était dans un lycée d'hôtellerie-restauration. Bon, en soi, rien de bien intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher plus en profondeur. J'ai donc décidé d'aller sur les 2 réseaux sociaux qu'utilisait Digidix, Twitter et Instagram. Alors, tout d'abord, sur Twitter, j'ai rien trouvé de bien intéressant. Et c'est surtout sur Instagram que j'ai pu trouver des choses. Grâce à Instagram, j'ai réussi à trouver le compte... Ah non, mais bon. Il a trouvé le compte de son pote de Nicolas, qui est un ami proche de Digidix. Oh non, mais bon, non mais là, il est... Mais... Qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans quelques-unes de ses vidéos. C'est cringe un peu. Grâce à son compte, j'ai pu avoir son nom et son prénom que j'ai tapé sur internet et qui m'a donné quelques informations. Notamment le fait qu'il a bossé sur 3 films, Pas de patrouille, Bob l'éponge et Astérix. Mais on le sait tous, pour trouver quelqu'un plus facilement, il faut faire ses recherches sur Facebook. J'ai donc trouvé le Facebook de ce Nicolas, qui donne d'ailleurs pas beaucoup d'infos, puisque je suppose, comme beaucoup, tout est privé, sauf une photo de couverture. Je clique dessus, et en regardant dans les likes, je trouve le compte privé de Digidix. Alors, c'est son prénom qui est affiché, hein, mais je pense que c'est un faux nom de famille. Hein, voilà. Mais en fait, en expliquant le cheminement, n'importe qui peut le faire. Tu veux quoi? Tu veux dire que le mec, il doit supprimer son compte Facebook pour protéger son pote maintenant? C'est chiant, en fait. Au vu du nom, je le donnerai pas, je vais pas vous l'afficher. C'est que maintenant, Digidix, il va recevoir des demandes d'amis, il saura plus qui accepter. Enfin. Mais j'en suis sûr à 4. Oui, il donne la méthode, quoi. À la limite, il aurait pu dire, bon, j'ai fouillé un peu Facebook et effectivement, on peut trouver. Mais pas besoin de donner la méthode pas à pas, c'est un tuto à la limite, là, c'est bon. 99,9% que c'est pas son vrai nom de famille. Maintenant, je voulais savoir si le compte privé de Digidix était toujours actif. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il utilise toujours ce compte, déjà de 1, pour savoir si c'est bien son seul compte. Il faudrait leak son adresse pour lui faire comprendre c'est de la merde de faire ça. Ah ouais, toi, t'es... oui, c'est bien. T'es vraiment... C'est genre, les violeurs, il faudrait les violer. Oui, c'est... privé, mais également savoir s'il est toujours vivant. Du coup, j'ai creusé encore plus pour avoir la réponse. J'ai donc continué mes recherches sur les proches de Digidix et notamment sur Nicolas, puisque c'est la seule piste concrète que j'ai à l'heure actuelle. En faisant mes recherches sur Google, je me rends compte qu'il a une page Facebook pour partager ses modélisations 3D. Et quand je regarde ses likes, bon, tout d'abord, je retrouve Digidix, après c'était en 2016, hein, mais surtout, je tombe sur le prénom d'une fille qui revient souvent. Alors, je m'intéresse à ce profil parce que je me dis, tiens, une fille qui like tous les posts de quelqu'un sur sa page Facebook, peut-être que c'est sa copine. Et en fouillant les photos, je me rends compte que c'est bien la copine de Nicolas. Et là, en fouillant un petit peu, je tombe sur une photo, celle-ci. Alors, j'ai tout flouté, hein, mais on peut voir qu'il y a Digidix dessus. Et c'est tout. Voilà. À part cette photo de l'époque. T'es vraiment un chien d'info, quoi. Tu savais que c'était le personnage le plus important. Donc t'as été en mode chien d'info juste pour avoir une photo de soirée. Rien de plus au final. J'ai quand même continué à fouiller pour peut-être trouver quelque chose d'autre. Et en effet, sur la photo précédente, tous les profils sont identifiés et par logique, ils étaient tous amis avec Digidix à cette époque. Et le sont sûrement encore aujourd'hui. J'en ai donc conclu qu'on peut peut-être trouver une photo récente de Digidix. Et non. Voilà. Il est fou. C'est-à-dire que s'il l'avait trouvé, il aurait montré au calme. Mais il est con. J'ai tout fouillé. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai quand même trouvé quelque chose. Digidix a like la photo de profil de cette fille en 2021. Mais calme-toi, arrête, c'est bon, on a compris. Donc le compte était Qu'est-ce qu'on s'en branle, c'est toujours actif à cette époque. Mais surtout sur la photo avec sa bande de potes, on peut voir un mec qui était très proche de Digidix à l'époque, puisqu'on le voyait en vidéo. Et en fouillant son Facebook, je suis tombé sur sa dernière photo de profil qui date de mars 2022.
Et dans les likes, on peut apercevoir Digidix. Et oui, mesdames et messieurs, la dernière activité de Digidix sur les réseaux recensée par moi-même, c'est en mars 2022. Et pour être parfaitement honnête, j'ai quand même eu l'impression... il a arrêté d'utiliser Facebook comme tout le monde, quoi. D'être un super gros stalker sa mère. Oui, c'est bien, il le reconnaît. Quand j'ai fait les recherches. Aujourd'hui, j'ai carrément les numéros de téléphone de certains amis de Digidix. Et je me rends compte que je pourrais prendre des nouvelles en leur envoyant un petit message. Mais pourquoi tu frimes de faire ça? Mais je me suis dit au moment de l'écriture de cette vidéo que si Digidix est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles, peut-être qu'il ne voudrait pas qu'on aille... peut-être. Et harceler ses amis pour avoir de ses nouvelles. Il est vraiment Ah non, mais c'est trop bizarre. Mais c'est quoi son move bizarre? Il fait un tuto pour trouver des infos. Après, il dit, oh là, je suis un peu un stalker. Et il est en train de dire, putain, c'est vrai que donner des infos, c'est pas ouf. Logique. Et justement, maintenant, je vais en profiter pour faire un petit peu de prévention. Sur Instagram, j'ai pu apercevoir des comptes fans de Digidix qui espèrent qu'une chose, qu'il revienne. Et c'est pas un problème en soi. Au contraire, ça fait office de compte commémoratif. C'est plutôt un bel hommage. Sauf qu'il y a un problème. Sur un compte fan, j'ai pu voir que la personne qui détenait ce compte allait carrément parler aux amis Digidix en privé pour avoir des nouvelles. Et au vu des... Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Au contraire, ça fait office de compte commémoratif. C'est plutôt un bel hommage. Sauf qu'il y a un problème. Sur un compte fan, j'ai pu voir que la personne qui détenait ce compte allait carrément parler aux amis Digidix en privé pour avoir des nouvelles. Et au vu des réponses, j'ai bien l'impression que ça les fait... Il n'a même pas de femme non plus. Mais non, mais le mec donne aucune info, c'est surtout ça, il veut le protéger. Bien chier, ce qui est d'ailleurs parfaitement logique. Comme le dit un commentaire d'un de ses proches, brûlez vos idoles au bout d'un moment. Les gars, sérieusement, lâchez le truc. Un jour, faut avancer. Mais putain, mais c'est contre son camp de mettre ça dans cette putain de vidéo, sale chien. Il est fou de mettre ça. Il met ce putain de message dans sa vidéo de merde. Arrêtez de nous envoyer des messages. Après, la vidéo est très intéressante, bien sûr. Avec la même question, il revient quand? Juste parce qu'on connaît Digidix ou qu'on soit proche. Et puis même si on avait une réponse, ce serait pas à nous de la donner. Et tu te rends compte que ça donne aussi des millions de gens qui nous taguent, DM, etc. On peut pas s'amuser à tout bloquer, ignorer. On n'a pas que ça à faire, surtout qu'on n'a rien demandé. Désolé, mais je n'ai pas à vous transmettre ces coordonnées. Et quand on voit les réponses de ce compte fan, on se rend compte que le fanatisme va trop loin. On arrive Ah ouais, les messages cringe. Oh là là. Ses coordonnées. Et quand on voit... Regardez le ton. D'accord, oui, je me doute, je suis sincèrement désolé, mec, je m'excuse. Juste, dis-lui qu'on l'attend, bordel de merde, et qu'on l'aime. Il faut qu'il revienne. Emoji pleure. Merci à toi, smiley. Ce mec m'a fait oublier mes problèmes. M'a fait rire encore aujourd'hui. Dis-lui qu'il donne des nouvelles. Dis-lui qu'il faut faire quelque chose là, c'est plus possible. Gros. Oh ya. Oh le parasocial, hein. Ça rend les gens malades, hein. Il t'a fait oublier ses problèmes, mais t'en as un nouveau là. T'en as un gros quand même. Les réponses de ce compte fan, on se rend compte que le fanatisme va trop loin. On arrive à un point où cette personne ne se rend... C'est même pas le fanatisme, c'est le parasocial, quoi. Pas vraiment compte qu'elle entrave la vie privée de certaines personnes juste pour avoir un signe de vie. Alors que, d'après moi, si quelqu'un décide de partir et de ne pas donner de nouvelles, il faut respecter ça. Je sais que c'est dur, mais c'est ce qui fait aussi sa légende. Il est parti au moment... Les futurs fans de Danny Raz. Mais il leur est déjà arrivé des dingueries, hein. Ils en parlent pas forcément, mais bon... Vous doutez bien qu'ils ont déjà vécu des dingueries avec ça, hein. Bon. Je ne dis rien de plus parce que il y a des trucs un peu chauds, mais bon. Au moment où il le souhaitait. Et comme le dit un commentaire en dessous de cette dernière vidéo, cette chaîne, c'est comme un checkpoint de la vie. C'est le prix à payer, hein. Quand tu commences à être connu, c'est le prix à payer, hein. Et en plus, plus précisément, parce que eux, des fois, ils touchent un public assez marginal, parfois précaire. Donc des fois, tu te retrouves dans des trucs spéciaux, tu vois. Ça fait 10 ans qu'il n'est plus là, et quand on retourne sur sa chaîne, la nostalgie nous rappelle à quel point on a aimé cette période de YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter le fait qu'il ne reviendra pas, et de garder en Digidix les souvenirs positifs qu'il nous a mis en tête. Là, par contre, j'ai vraiment l'impression que je parle de lui comme s'il était mort. Et bref, ce que je veux dire, c'est arrêter de harceler ses proches. C'est pas bien. Voilà. Regardez ces vidéos et commentez-les. C'est le meilleur que vous puissiez faire. Alors, je me suis tout de même permis de lui écrire un message sur ce compte Facebook privé, parce que peut-être qu'il voudrait passer un petit message dans cette vidéo, mais vous... Arrête! Vous en doutez, j'ai eu aucune réponse pour le moment. Putain, j'ai l'impression que j'ai un pote en soirée qui est en train de draguer une meuf de manière forceuse, et là je commence à bouillir et dire mais putain, arrête! Je vais te sortir de là en fait. Tu vas quitter cet endroit. Et tout comme Bismuth 3, je vous tiendrai informé s'il donne un signe de vie. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une période sombre de YouTube. Une période où l'onglet tendance avait vraiment un impact sur les vues et les abonnements, mais surtout une époque où les chaînes de top cartonnaient. Alors, si pour certaines chaînes de top, on avait une direction artistique... Trash, bien évidemment, je quitte Trash.
Doc7. Doc7 c'était pas ouf, hein. C'était la version cheap de Nozman pour moi. Et Top 10, ça je m'en rappelle pas. L'univers qui représentait des youtubeurs, je pense notamment à la chaîne Trash, Top 10 ou encore Doc7. Pour Code for LAN, c'était assez différent, puisque Code for LAN faisait partie des créateurs de contenu qui s'en foutaient royalement de la création. Ce qui compte avant tout, c'était de faire du chiffre. Tout comme par exemple les chaînes de Univers du Top, Jericho ou encore La Mafachée. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la chaîne de Code for LAN était un phénomène dans les chaînes de top. Quand vous regardez les statistiques, la chaîne réalisait en 2017-2018 plus de 10 millions de vues par mois. Dites-vous, plus de 4 millions de vues sur une vidéo où il est écrit « Si je n'avais pas filmé ma prof en train de faire ça, personne ne m'aurait cru » avec une miniature en verticale. Mais quel chien. 2017. Quelle période incroyable. Et surtout, cette chaîne arrivera à atteindre le 1 million d'abonnés en mars 2018. Mais une grosse histoire autour de ce YouTube. Attendez, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cette musique. En vrai, elle est bien, elle me fait rire. Le grand JD. C'était ça, hein. Je fais des titres. Je mets des titres putaclic. J'aimais bien l'instru. Je mets des titres putaclic. Je mets des titres putaclic. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le fric. Ouais. Je mets des titres putaclic. Je mets des titres putaclic. Oui. Je mets des titres putaclic. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le fric. Ouais. Oh, putain, c'est la vidéo de 10 heures. Mais d'ailleurs... Attendez, moi je pensais ça. Le grand JD, en vrai, c'est dommage. Parce que il avait toute une époque où il faisait plein de trucs un peu chelous, comme ça. Et moi, je kiffais trop. C'est pour ça que je l'avais bien aimé, ce gars. Il faisait des trucs comme ça. C'est vraiment autiste. Oui, en vrai, c'est propre, hein. Il faisait pas dans du sensationnalisme, c'était cool as fuck. Bah oui. Mais non, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage les vidéos qu'il fait. Je trouve qu'il, enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'il aime plus ce genre de format. Mais moi, j'aime bien l'époque où il y avait des youtubeurs qui en avaient rien à foutre, qui faisaient des trucs un peu artistiques, bizarres comme ça. C'était bien. Viens. Du coup, je veux voir c'est quoi qui sort là. C'est une beuteux. Incroyable. C'est Fear and Hunger. Bon bref. Putain, il avait prévu le jeu à l'avance quoi. Bon bref. YouTuber va le faire disparaître de cette plateforme. Pour vous résumer rapidement, lors de live... Ok, donc là on parlait de Code for LAN. For LAN proposait aux viewers de gagner des cartes cadeaux. Et non seulement, durant ses lives, il poussait ses abonnés, souvent mineurs, à lui envoyer de l'argent, mais en plus, les cartes qu'il offrait étaient toutes déjà utilisées. Suite à quelques vidéos, notamment celle du Roi des Rats et de Maxella, la chaîne de Code for LAN se fera bannir de la plateforme pour non-respect des règles de YouTube. Et suite à ce bannissement, on n'aura plus aucune nouvelle de Code for LAN. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, qu'est-il devenu? Peut-être. Eh bien tout d'abord, sa seconde chaîne, qui s'est également fait bannir du nom de For LAN TV, sera débannie 2 ans après. C'est avec une voix calme qu'il explique son futur sur YouTube. Attendez, c'était quoi ça? C'était... Du nom de For LAN TV sera débannie 2 ans après. C'est avec une voix calme... C'est quoi ce qu'il a sur la tête là? Ce garçon n'a pas lavé ses cheveux depuis 3 ans. Ah putain. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était une... Merde, quecra. Il explique son futur sur YouTube. Il veut saisir la seconde chance que YouTube lui a donnée et revenir plus fort que jamais. Une vidéo. Voilà. Il va réaliser seulement une vidéo après son débannissement. Il n'est pas revenu plus fort que jamais, quoi. Et c'est après un ban de 4 ans, soit en 2022, que Code for LAN va retrouver sa chaîne principale. C'est dans sa vidéo du 22 janvier qu'il explique qu'il est de retour sur YouTube et qu'il compte bien tout déchirer. Un nouveau contenu, bien plus travaillé, avec plus aucune surréaction, le but étant de faire comme la chaîne Daily Dose of Internet, juste prendre des clips et les partager aux viewers YouTube. En vrai, c'est malin. S'il fait ça, il le fait bien, c'est malin. Nous, on a besoin d'un Daily Dose of Internet français, ça n'a pas encore été fait. D'ailleurs, les gens là, dans le chat qui veulent faire des contenus sur Internet et faire de la thune, dites-vous ça.
Daily Dose Internet français, c'est pas encore été fait. Méta un peu, comment dire, vous faites du glu patate, moins politique, et vous faites des best-of. En vrai, vous faites de la thune, hein. Zap de Spion, c'était pas ça? Bah ouais, mais Daily Dose of Internet, l'avantage c'est que c'est court, et que le concept c'est qu'à chaque fois t'as 5 vidéos, et c'est tout, 4 ou 5, et c'est tout. Du coup, tu les consommes assez vite. Alors que les Zap de Spion, c'était bien, les Zap de Spion, c'était long. C'est quand même long, tu vois. YouTube. Et ça va bider. Mais au début, c'était banger. Après, c'est... Voilà. Et pas un peu. Toutes les vidéos vont faire moins de 10 000 vues, ce qui est pas fou quand tu as près d'1 million d'abonnés, disons-le. Mais surtout quand à l'époque, tu tapais le million de vues facile. Et c'est après une dernière vidéo sortie sur YouTube le 12 avril 2022, donc seulement après 3 mois d'activité, que Code for Land va disparaître de YouTube. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'en février 2022, il poste un tweet où il dit qu'il a l'impression que beaucoup d'utilisateurs partent de la plateforme et qu'il aimerait faire revenir YouTube à son prime. Alors, au cas où, je le dis, c'est juste que le type de contenu, genre, regarde cette vidéo si tu as plus de 8 ans, bon. C'est un gros boulot, Daily Dose, ça demande de scroll tout YouTube pour trouver le meilleur. Ouais, en vrai, comment tu t'y prends? Soit tu passes ta vie à faire ça, soit tu fais un Discord d'adeptes qui trouvent plein de perles et qui te les postent. Et du coup, en fait, c'est un peu, à la limite, je sais pas, tu payes un peu des gens pour faire ça. Aujourd'hui, ça marche plus trop, quoi. Ouais, il faut une équipe. Disons-le. Cependant, sachez qu'aujourd'hui, Code for Land est toujours actif, mais sur TikTok. On peut le voir faire le même type de contenu qu'il faisait sur YouTube, mais en format court. Et ça marche pas trop, hein. Ces TikTok font entre 1000 et 3000 vues, et la chaîne peine à gagner les 10 000 abonnés. Cependant, ce qui est assez drôle, c'est que le youtubeur Nizel, qui à l'époque faisait de la critique, fait aujourd'hui exactement le même contenu en format shorts que Code for Land. Sauf que Nizel surjoue encore plus. Laissez-moi vous montrer un extrait. Dans l'au-delà, ces chats attendaient leur tour pour entrer au paradis. Seulement, il y avait ce chat mal au point qui Mais c'est quoi cette merde? avait la bouche pleine de câbles. L'ange lui a demandé ce qui s'était passé. En fait, quand elle était en vie, ce chat était une mère et elle essayait de trouver de la nourriture pour que son chaton ne meure pas de faim. Ouais. Mais pourquoi il parle comme ça? Putain, ça me fait penser aux meufs là sur TikTok qui, quand on leur fait des dons, elles font une impro sur l'émoticône. Genre, émoticône poisson bisou, émoticône poisson bisou, poisson bisou, poisson bisou, poisson bisou, Risitas, ha ha ha, Risitas, ha ha ha. NPC, caractère, oui. Moufetterie, cœur bizarre, ha ha. Dracula heureux, Dracula heureux. Je suis définitivement pas la cible. Eh bien, sachez qu'il réalise plus de 50 millions de vues sur YouTube par mois et qu'il a tapé la barre du million d'abonnés récemment, en faisant un mois à plus de 200 000 abonnés. Et dites-vous quand même qu'il y en a qui pensent que YouTube Shorts flop. Non mais j'ai arrêté de mettre des émoticônes. Faites des dons à la limite. Personnellement, je trouve cette étude très drôle de savoir qu'en faisant un contenu encore plus surjoué que Code for Land, Nizé arrive à taper des records. Moi, perso, ça me fume. Après, peut-être qu'un jour, Code for Land va retrouver son prime. En tout cas, pour le moment, c'est pas gagné. Oh putain! Play Comedy Club, ça y est, je m'en rappelle. Ça, c'était des best-of Call of, non? Si vous avez une chaîne YouTube entre 2010 et 2016 et que vous faisiez du gaming, vous avez forcément essayé au moins une fois d'apparaître sur une chaîne communautaire. Alors peut-être que beaucoup sont arrivés après cette période, ou peut-être même que certains dans le tas n'ont pas connu les chaînes communautaires, mais pour les youtubeurs, c'était un véritable tremplin. Alors le concept est très simple, tu fais une vidéo, et au début de cette vidéo, tu mets l'intro de la chaîne communautaire. Après avoir fait ta vidéo que tu mets sur ta chaîne YouTube, ah, c'était ça. Tu l'envoies aux chaînes communautaires, qui acceptent ou non celle-ci. Et quand je vous dis que c'est... Oui, c'était le même délire avec les Voxmakers. Voxmaker, à une époque, c'était un peu ça. C'est un tremplin pour les youtubeurs, je pèse mes mots. Quand tu étais partagé par ces chaînes, tu pouvais rapidement gagner 1000, 2000, voire même 10 000 abonnés si la vidéo marchait bien. Et disons-le, gagner 1000, voire même 2000 abonnés d'un coup comme ça, quand t'es un petit youtubeur... Restart button, c'est vrai. Ça booste de fou ta chaîne. Les deux chaînes... Y'a pas un délire comme ça, Fanta et Bob Show? Fanta Bob Show, ils étaient dans un truc comme ça, non? Les chaînes les plus populaires resteront Code QG, qui était une chaîne communautaire qui partageait essentiellement du Call of Duty. D'ailleurs, sur cette chaîne, on a pu y voir Wartech, Gotaga, Skyrose, en soi pas mal de noms que beaucoup connaissent aujourd'hui. Mais également la seconde chaîne qui s'appelait la Play Comedy Club, qui était une chaîne communautaire qui partageait des vidéos gaming divertissement. Et également sur celle-ci, on a vu du beau monde, comme Amixem, Wankill. Il y avait pas Wankill qui se sont fait connaître avec ça? Je sais pas. Cyril MP4 ou encore Squeezie. C'est quand même fou quand on y pense de se dire que ces chaînes YouTube qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés ont commencé en partie
partageant leurs vidéos sur l'appli Comedy Club ou encore Code QG. Comme merci Elon Musk pour le sub offert à Rocky. Merci pour les subs. Quoi, font un début à tout. Et disons-le, ces deux chaînes à l'époque cartonnaient parce qu'on avait affaire à une sorte de cercle vertueux. Cette chaîne partage la vidéo d'un youtubeur, et la vidéo fonctionne, donc la chaîne communautaire gagne des abonnés, et ensuite l'auteur de la vidéo va aussi gagner des abonnés. Ce qui fait que tout le monde est gagnant. Les nouveaux créateurs le savent, et donc à leur tour vont essayer de passer sur ces chaînes pour gagner des abonnés. Mais malheureusement, et c'était à prévoir, le concept des chaînes communautaires va petit à petit perdre en intérêt. Et ces deux chaînes vont emprunter deux chemins totalement différents. Mais du coup, que sont deux Webedia et son évolution francophone, et je trouve que c'est un cancer du YouTube Twitch francophone. Bah, en même temps, ça les aide à réaliser des bons projets. En même temps, en coulisses, ça doit être l'enfer. Moi, j'ai pas de data là-dessus, j'avoue. Ça doit être infernal. Mais, ouais. En fait, c'est surtout le fait que ça soit possédé par... Le gars qui possède Webedia, c'est qui déjà? Je crois que c'est un ponte... Webedia, c'est un milliardaire, non? C'est pas le mec, c'est pas le mec qui possède le truc de télé-réalité, là? Marc Ladré de La Charrière. Ok. Regardez-le. Ah ouais, c'est très YouTube, hein. On a envie de rigoler. Issu... Alors attendez, on va lire la fiche parce que c'est précis. Issu d'une famille de la noblesse française, il passe son enfance dans le château familial de La Charrière à Coux, en Ardèche. Marc-Eugène Ladrette de La Charrière est le fils de Pierre Ladrette de La Charrière 1902-1956, ingénieur, et de Hélène Morat, script dans une maison de production et d'origine italienne. Il compte parmi ses trisaïeux le général Jules-Marie Ladrette de La Charrière. Bref. Et du coup, il connaît... Attendez, il possède quoi, ce gars? Conjoint Véronique Morali. Il aurait pu prendre une noble. Site web, blog, Fimalac. Le groupe Bilderberg, c'est ça? C'est pas le mec qui a offert des costumes à Fillon? Peut-être, hein? En vrai. À l'époque, c'était ce diable de Cyril. Avec un trisaïeul challenge. Mais non, mais je crois qu'il possède autre chose. Je crois qu'il possède un truc de télévision. Il intègre le groupe L'Oréal. Machin, Air France, France Télécom, Musée du Louvre. Création de Fimalac. LB Chimie, il est dans la chimie. Investissement dans le numérique, investissement dans l'industrie culturelle. Ok. Le groupe Valmonde, valeur actuelle. Oh. Bon. J'ai un peu la flemme en vrai. Et voilà. Devenu ces chaînes qui, à l'époque, tapaient des millions de vues. Parce que, bah, disons-le, hein, concrètement, aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler. J'aimerais tout d'abord vous parler de Code QG parce que ça va aller assez vite avant de vous parler de la Play Comedy Club. Parce que, pour le coup, la Play Comedy Club a une histoire un peu plus dramatique. La chaîne Code QG continue de faire des vidéos. Voilà. Maintenant, cette chaîne se contente juste d'informer les fans de Call of Duty en donnant les news sur les futures mises à jour, les futurs événements, etc. Et si cette chaîne marchait encore pas trop mal en 2021, du fait que le Battle Royale de Call of qui s'appelait Warzone cartonnait, bah aujourd'hui, comme la licence Call of Duty perd petit à petit en intérêt, eh bien la chaîne qui parle... Il perd en intérêt? Monter une vidéo view for Call of Duty. Bon, ça perd pas tant que ça en intérêt. Essentiellement de ce jeu perd également en intérêt. Ouais. Ce qui va la faire d'ailleurs chuter en vue aujourd'hui. Là est toute la difficulté d'ailleurs quand tu te concentres sur un seul jeu pour faire ton contenu. Tu es essentiellement dépendant de sa popularité. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la chaîne continue tout de même de vivre. Ce qui n'est malheureusement plus le cas pour la Play Comedy Club, qui s'est vu sa chaîne supprimée en 2022. Comme le dit le gérant de la chaîne sur Twitter, c'est avec regret que nous annonçons la fin de la Play Comedy Club. Après de nombreuses années, l'ère des chaînes communautaires est terminée. Les internautes ne sont plus intéressés par ce type de contenu, et les influenceurs n'en ont plus besoin pour se lancer. Avec les dernières régulations de YouTube, les internautes ont la possibilité de striker une vidéo en un clic. Certains ont retourné leur veste et demandé la suppression du contenu qu'ils avaient fièrement envoyé par le passé. Oh, ça pue un peu ça. Qui a eu pour effet de sanctionner la chaîne. Move crade quand même. YouTube a aussi annoncé que la monétisation des chaînes communautaires n'était plus possible. Il faut savoir tourner la page à un moment. Merci à tous pour ces années qui ont bercé notre propre enfance. On n'oubliera pas les débuts et tous ceux qui ont contribué à la chaîne. Forcément, si tu te prends des strikes pour droit d'auteur en plus de la démonétisation complète des vidéos, tu t'en doutes, la chaîne ne fait pas long feu. Et je vous avoue être un peu triste. Alors, pas forcément triste de voir ce genre de chaîne s'arrêter, parce qu'à partir de 2016, je trouve que c'était devenu vraiment pas ouf. Entre les vidéos pas forcément drôles et les miniatures assez putaclic,
Disons que la chaîne commençait déjà petit à petit à perdre en intérêt à cause de ce type de contenu. Mais triste de voir que la chaîne aujourd'hui n'existe plus du tout. Plus de 3000 vidéos balayées alors qu'elle a permis... Oui, c'est ça qui est horrible, quoi. ...à pas mal de youtubeurs de démarrer. Je trouve ça un peu triste. Et Diablo X9, bien sûr. Mais moi, j'ai pas vu son retour. Moi, je vous avoue, Diablo X9, je sais que ça a marqué une époque. Moi, je m'en branlais un peu de ce gars. Donc, je vous avoue que bon, c'est bon. Diablo X9, je pense que personne ne le sait vraiment, mais c'est le youtubeur dont j'étais le plus fan à ses débuts. Découvrant internet assez tardivement, puisque j'habitais à la campagne, Diablo X9... C'est vraiment Amixem Roux. Fait partie des premiers youtubeurs que j'ai découvert sur cette plateforme. Alors en soi, quand on regarde, c'était juste du gaming FPS avec souvent un joli score de kill. Étant dans l'époque où la FaZe Clan, qui était la plus grosse team de Call of, était à son prime, eh bien ça a incité davantage de youtubeurs à faire de même. Tout d'abord par pur kiff, mais aussi avec le petit espoir d'entrer dans cette team qui était quand même pas mal convoitée. C'est pour ça d'ailleurs que les montages sur les plus beaux kills avec une musique en fond étaient pas mal présentes à l'époque. Oui, moi aussi je me rappelle de sa vidéo rupture. C'est-à-dire que ce mec-là, je regardais pas ses vidéos, mais à l'époque la vidéo rupture, je l'avais maté parce que tout le monde en parlait. Ils étaient en mode qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que c'était étrange. En gros, pour vous expliquer ce que c'est Diablo X9 qui joue. Il est seul. Il joue pendant 1 heure, je crois, sur une map. Et il parle du fait que sa copine l'a quitté et qu'il est très triste. C'était quelque chose, quoi. On voulait tous. Avec la date d'anniversaire en miniature avec un smiley triste. Non mais. Montrer ce qu'on valait. Mais bien entendu. Moi, je comprends maintenant quand Feldup dit faut pas prendre. Internet pour un journal intime. Je peux pas vous parler. En même temps, je dis ça, mais c'est un peu contre son camp de ma part. Hein. Et de Diablo X9 sans vous parler de la Adven, la team avec qui il était, qui était composée principalement de Sun, Playfan, Cruxy, Citizen, Husky et Diablo X9. D'ailleurs, à l'époque, elle s'appelait la A7X. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que, perso, je la trouve très drôle. J'ai commencé à jouer à Call of sur PC avec Black Ops 1. D'ailleurs, meilleur Call of ever, le seul Call of sur PC où il y avait des serveurs dédiés, ce qui fait que tu pouvais choisir ton serveur et aller sur des serveurs Only Sniper. Voilà, moi je trouvais ça incroyable. Et c'est pas un peu contre son compte de sa part aussi, de la part de Feldup? Maintenant il le fait plus trop. Mais quand il le disait dans l'interview chez... Merde. Chez... J'allais dire F de souche, Dr Feelgood. Bien sûr Feldup chez F de souche, hein. On se rappelle. Mais non, mais... Oui, quand il disait ça, il parlait du passé. Parce que lui, il l'a fait, bien sûr. La fameuse vidéo sur sa bisexualité de Feldup, là. Tu pouvais choisir ton serveur et aller sur des serveurs Only Sniper. Voilà, moi je trouvais ça incroyable. Et j'étais un énorme fan à cette époque de Avenged Sevenfold, qui est un groupe de métal. Et en gros, vous pouviez mettre des noms de clans sur le jeu. Comme ça, quand tu jouais avec tes potes, t'avais le même clan. Mais moi, j'avais pas vraiment d'amis qui jouaient. Donc du coup, j'ai décidé de mettre en nom de clan A7X, parce que c'est le nom compressé de Avenged Sevenfold. Ok, on dirait un truc de dark metal un peu bizarre. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et j'étais en train de jouer sur la map WMD, c'est pour vous dire à quel point je me rappelle de ce moment. Et là, dans le chat textuel, je me fais insulter de sale suceur parce que j'ai mis le nom de clan de Diablo X9. Sauf que moi, à cette époque, je le connaissais pas ce youtubeur. Et bien sachez que suite à ça, je me suis informé de qui était Diablo X9 et j'ai découvert grâce à ce mec qui m'a insulté. Ah, je vous avais dit, l'histoire est incroyable. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Diablo X9, c'est le fait qu'assez rapidement, il va rendre sa chaîne multigaming. Certes, principalement, il y a du Call of et du Battlefield. Ocarina of Time. Pardon. Je vais me faire taper par les Nintendo sexuels, là. Mais de temps en temps, on va Wind Waker. avoir un petit let's play pop sur sa chaîne. Et l'avantage qu'a Diablo X9, c'est qu'il a une voix qui est reposante. Ce qui fait qu'on va avoir envie de regarder ces let's play, même s'il dure longtemps. On a un gameplay de fou furieux sur Black Ops d'un côté, mais de l'autre, on a un petit let's play sur Zelda. Avec de temps en temps des vidéos de délire sur un jeu avec ses potes de la team Advent. Diablo X9, c'est quand même un mec qui a commencé avec Call of et qui se... Zlatan. Putain, j'avais oublié Zlatan. Retrouve à interview. Avec Benzema, stylé ça. Benzema. Ça, je m'en rappelais de ces vidéos, je les avais vues. Ou encore Zlatan. Quand même, Benoît est une personne respectée dans le milieu de YouTube. Mais malheureusement, il va se passer des imprévus qui va avoir un impact sur son futur. Le 5 février 2015, Diablo X9 sort une vidéo qui s'intitule Découverte Dying Light. Qui est, comme il est écrit dans le titre, une vidéo découverte du jeu Dying Light. Et c'est après cette dernière vidéo qu'on ne va plus avoir de signe de vie de la part de Diablo X9. Okay. Genre, aucune raison. Du jour au lendemain, stop. Bon, en vrai, la pause a duré 9 mois. Alors, ça paraît rien dit comme ça, mais quand tu postes régulièrement du contenu et que du jour au lendemain, pendant 9 mois, tu postes rien, je peux t'assurer que pour les viewers, c'est beaucoup. Dans sa vidéo qui s'intitule Le vrai retour, il explique qu'il a perdu son père. Et suite à ça, forcément, c'est quand tu es le plus vulnérable que tu peux t'achever. Et c'est ce qui va se passer avec Benoît. Ce décès l'a rendu vulnérable et toutes les critiques contre lui... Oh, ce bâtard, il a un bureau incroyable. Moi, j'ai trop envie d'avoir un bureau comme ça chez moi. Vraiment, un bureau... qui fait l'angle du mur, un bureau immense.
Imagine toutes les choses que tu peux mettre sur son bureau. Tu peux mettre tout, quoi. Tu peux tout faire sur son bureau. Tu peux mettre ton frigo, tu peux cuisiner, tu peux baiser sur une partie du bureau. Ils l'ont poussé à se protéger et à se mettre dans sa bulle. Mais il explique que maintenant, il est prêt à repartir comme jamais, à balancer du nouveau contenu, quelque chose de rafraîchissant. Bon, malheureusement, seulement après 37 vidéos partagées entre novembre 2015 et avril 2017, soit un peu plus d'un an, Diablo X9 va de nouveau ne plus donner signe de vie. Dites-vous qu'il a même pas terminé son let's play sur Zelda. Il s'est arrêté d'un coup comme ça, sans raison. Mais qu'est devenu Diablo X9 aujourd'hui? Alors, je me devais d'en parler parce que beaucoup m'ont énoncé son nom sur Instagram quand j'ai parlé des youtubeurs disparus, mais il y a une actualité sur Diablo X9 il y a 4 mois de ça, puisque non seulement il a été l'invité de Gotaga lors d'une soirée en compagnie de Wartech, un peu glow-up hein, quand même, et Cole Jordan, disons-le d'ailleurs, cette soirée a foutu des frissons de nostalgie, mais également il a réalisé une interview sur la chaîne de Zach Nani qui s'intitule Zach en roue libre. D'ailleurs, il explique que ça a été plus ou moins une erreur de penser qu'il pouvait revenir sur YouTube en 2015 sans se poser de questions alors qu'il était dans une phase très compliquée de sa vie. Mais surtout, que de sa pause à aujourd'hui, il a vécu une traversée du désert. Il explique qu'il n'a pas vécu grand chose professionnellement et qu'il s'est laissé vivre durant toute cette période. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi revient... Quelqu'un sait ce qui est devenu Usul, j'attends toujours la fin du spoil de Lost Level. Y-a-t-il d'un coup comme ça? Y a-t-il une explication? Eh bien, Zach lui a demandé et je crois qu'on peut pas faire plus simple. Je le fais probablement autant pour les gens qui nous regardent que pour moi. Je pense que toutes ces dernières années, il n'y a pas un jour, je pense pas à DX9 ou YouTube en général et ma commu. Ouais. C'est une manière pour moi de me prouver que je peux le faire. C'est une manière pour moi de montrer aux gens que j'y tiens toujours, je tiens toujours à eux et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et que j'ai mis en ligne sur YouTube, c'était sincère. J'aurais pas la... Ah, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire que le mec s'est arrêté, il a passé sa vie à vivre sur l'argent de YouTube, à rien faire, et à penser tous les jours au fait que, putain, il avait une chaîne YouTube quand même. C'est très BoJack Horseman, quoi. C'est vraiment, ouais, la traversée du désert, quoi. La confiance et surtout l'envie de décevoir les gens en vous disant retour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment un moyen pour moi de baigner un petit peu là-dedans, de reprendre un petit peu mes températures. En fait, il explique qu'il pense tous les jours à YouTube, qu'il a peut-être dans l'idée d'y retourner, mais finalement, quand on l'écoute, bah, il ne dit pas clairement qu'il va revenir. Alors, de mon point de vue, j'ai un peu cette impression qu'il a voulu tâter la température, voir si son retour n'allait pas être mal pris pour peut-être revenir en étant moins angoissé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des retours, beaucoup espèrent qu'il revienne sur cette plateforme. Les questions cons, comment ça? Ah, j'ai cru que c'était une partie de sa vidéo. C'est une chaîne, ça, les questions cons? Je me rappelle pas. Non, par contre, je me rappelle d'une chaîne qui a disparu et qui fait le contenu le plus éclaté. On s'en rappelle, hein. Putain, c'était quoi sa chaîne à ce gars? Le mec avait une des chaînes les plus éclatées du monde. Et il faisait des pranks. Comment il s'appelle déjà? Putain. Alors, je vais vous le décrire, vous allez peut-être vous souvenir. C'est un mec à lunettes. Gonzague. Gonzague, il existe encore, hein. Ah ouais, il fait encore plein de trucs. Il fait des vues, hein. Prank virer son collègue. Je ne le ferai jamais. Mais si tout le monde commence à faire sa forte tête, on peut rien mettre en place. En gros, c'est un peu le Greg Guillotin raté, Gonzague. Aujourd'hui, je suis chez Mazar, un groupe de conseils et d'audit. Putain, mais c'est précis, ça veut dire que maintenant, il fait des... En fait, il fait des vidéos pour les entreprises où il fait des pranks un peu nuls. Et je vais piéger leurs collaborateurs. Rémi Gaillard existe toujours, je pense pas. Mais je pense qu'il se porte bien. Rémi Gaillard, il n'y a pas un délire où maintenant il fait des trucs de foyer pour animaux, un truc comme ça? Je suis consultant. On va voir si c'est drôle, hein. En marque employeur, donc je travaille aux États-Unis et en fait il y a plein de nouveaux modèles qui émergent de là-bas. Vous aurez chaque jour à faire un post sur TikTok. TikTok? Bien sûr. J'ai pas envie de devenir influenceuse en fait. Que vous le vouliez ou pas, c'est obligatoire. Mais ça fait un peu peur, honnêtement. Toi tu vas faire l'exercice, tu imagines tu arrives chez un client. Ouais. Mais c'est hyper confidentiel, enfin on peut pas faire ça. C'est chez le client. Mais bien sûr, il leur dit salut ouais. En fait c'est horrible parce que c'est une entreprise qui lui demande de simuler le fait qu'ils vont être virés. C'est un peu angoissant quoi, où est l'humour? Loulou, enfin, on peut pas appeler loulou. Après c'est un prank, bien sûr. Bah si, essaye. Ça me semble vraiment compliqué. Il faut être dans l'air du temps en fait, tu vois. C'est horrible. Bon après c'est peut-être moi qui fais vieux con là, et pourtant Pourquoi il n'y a pas Panayotis Pasco? Et pourtant j'ai que 25 balais. Ouais, un peu. Mais un peu. Pour les hommes. Oui c'est chiant. Pardon, désolé. J'avais envie de voir ce que devenait Gonzague.
C'est en 2015 que la chaîne YouTube Les Questions Cons poste sa première vidéo. Le but d'Hugo, le youtubeur qu'on aperçoit, est de voir combien de temps ça lui prendrait de se taper toutes les lignes du métro parisien. Alors, ça a l'air de rien comme concept, mais en 2015, cette chaîne a été un carton immédiat, avec 10 000 abonnés le premier mois, 100 000 en moins de 4 mois, et le million atteint en un peu plus d'1 an. Les Questions Cons, c'était aussi les 10 mois pourquoi. Dis-moi, pourquoi les écouteurs s'en mêlent? Putain, je crois que le Parisien, il a repris un format un peu comme ça, non? Concept de la chaîne dans lequel Hugo répondait à des questions cons d'abonnés, mais cette fois-ci en mode un petit peu plus chill. On apprend d'ailleurs par la suite que les questions cons c'est un collectif de 4 youtubeurs, avec Hugo de la chaîne des questions cons, Jonathan de la chaîne Maintenant tu le sais, Ludovic de Film et Union, et Franck de la chaîne Salut Franck. À eux 4, ils forment le collectif Le Tatou. Ils avaient d'ailleurs ouvert une chaîne nommée Le Tatou dans laquelle ils montraient leur quotidien dans leur entreprise, mais elle a été petit à petit laissée de côté. D'ailleurs, ok, je me rappelle du Tatou. Ils ont changé de nom en l'ancien Tatou. Et la raison est très simple, c'est tout simplement parce que tous les concepts ont été regroupés dans une seule chaîne, celle des questions cons, renommée Le Tatou. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Après, c'est un peu éclaté quand même comme nom de chaîne. Après, je m'appelle Moufette. J'avoue, je peux pas... Je trouve que c'était plus ou moins un mauvais move de renommer la chaîne, sachant que Les Questions Cons était une chaîne qui quand même cartonnait pas mal. Voilà, je sais pas quel est votre avis dessus, je ferme la parenthèse. Mais comprenez bien que le collectif Le Tatou, c'était pas moins de 10 chaînes. Finalement, ils ont décidé de fusionner les lignes éditoriales de 8 de ces chaînes. Non mais le tatou, genre quand tu dis le tatou, ça sonne un peu genre tatou. Alors que Moufette, il y a un côté genre c'est la fête. C'est mou, mais c'est la fête. Du coup, on a envie de s'amuser. On arrive, on est en mode ouais, let's go. J'ai d'élu. Pour n'en avoir plus qu'une. Donc, si vous ne le saviez pas, Les Questions Cons, c'était pas que Hugo. Voilà. Je pense que beaucoup de gens le savaient. D'ailleurs, petite fun fact, est-ce que vous saviez qu'en parallèle de la chaîne... S'il y a un tatou, mais non, c'est nul. C'est une espèce de truc qui avance lentement, si tu trébuches dessus, il meurt. Nul un tatou. Chaîne Les Questions Cons, Hugo avait ouvert une chaîne en compagnie de Code Jordan qui s'appelait Les Questions Cons Gaming. Voilà. Pour être parfaitement honnête, moi-même je le savais pas avant de faire mes recherches. Bref, ceci étant dit, le collectif a regroupé l'ensemble des concepts sur la chaîne principale. Et tout semble se passer pour le mieux. Il y a même un gros changement annoncé le 13 février 2019, car ils ont décidé de louer un hangar pour faire des questions cons plus importantes et sur un rythme assez soutenu d'une vidéo par mois en plus des autres concepts. D'ailleurs, en parlant... En vrai, ça pourrait trop marcher. En mode... comment dire? Merde, comment ils s'appellent ceux qui font des vidéos avec des voitures? En mode Villebrequin, mais Villebrequin scientifique. Je crois qu'à une époque, il y avait France 5 qui faisait un format comme ça, ou Arte, je sais plus. Et ça, j'aime bien, moi j'aime bien mater ça. Dans des autres concepts, un nouveau est posté sur la chaîne le 6 mars 2020, et qui s'intitule « On affronte l'une de nos peurs ». Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit quand on parlait de Jigmé? Que c'est pas le seul youtubeur qui a dû stopper à cause du Covid. Eh bien, cette vidéo a été la dernière postée sur leur chaîne durant les 3 dernières années. Après, aux États-Unis, eux, ils ont Vinsos. Vinsos? Non, pas Vinsos, merde, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars qui fait ça? Il fait des très grands tests. C'est incroyable, ces vidéos elles sont trop bien. Vsauce, c'est ça. À cause du Covid. Et je le sais car ils ont fait leur retour il y a 5 mois dans une vidéo, ils expliquent tout ce qui s'est passé. Et ils expliquent tout simplement dans leur vidéo qu'ils avaient pas mal de formats prévus en extérieur et à l'étranger et que le confinement ne les a pas aidés à gérer tout ça. Ils avaient signé 2 séries de documentaires avec France Télévisions dont ils ne faisaient pas rien durant leur absence. Mais ils bossaient plus en tant que boîte de prod qu'en tant que youtubeur. Et le pire avec cette histoire de Covid, c'est qu'ils ont eu un shot de bonne idée et qu'ils étaient remotivés à bloc. Et que le fait que En vrai, ils sont devenus documentalistes, c'est bien, non? La crise mondiale soit arrivée d'un coup, ça a été pour eux très dur de se relever. Le hic dans tout ça, c'est qu'ils n'ont quasiment rien dit pendant leur absence. Et ils l'ont même reconnu dans leur vidéo de retour. C'était leur plus grosse erreur. Du coup, dans la vidéo de retour publiée il y a 5 mois, ils se disaient contents de reprendre les vidéos, mais ils parlaient aussi de leur peur de reprendre. Ils étaient même prêts à s'en prendre plein la figure dans les commentaires et ils l'auraient compris. Alors, il faut savoir que cette peur, elle est souvent présente chez tous les youtubeurs qui font des pauses, même à partir d'1 mois, on a toujours peur de revenir. Oui, c'est vrai, j'en témoigne. Et on sait pas pourquoi. C'est un peu... C'est la peur, Moi, je pense qu'on peut donner un nom à cette peur. On l'appelle le syndrome Pazou. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense que c'est concret comme ça. Cette peur que les gens nous ont oubliés ou que les gens maintenant nous détestent parce qu'on leur a pas donné du contenu pendant voilà, c'est exactement ça. Une certaine période. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de Hugo, John, Ludo et Franck? Hugo a ouvert sa propre chaîne en parallèle du tatou, Hugo Coffee. Le but était de faire des concepts à lui qui ne plaisaient pas nécessairement au collectif. De la musique, un concept se rapprochant pas mal du concept Dis-moi pourquoi. Tu fais aussi de la vidéo YouTube, Moufette? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En vrai, je pourrais. Non, j'ai pas le temps de faire du montage et tout. Enfin, je dis que j'ai pas le temps. C'est juste que je m'y mets pas. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est du dessin. Moi, je dessine, hein. On en a parlé tout à l'heure. Et cette chaîne est malheureusement inactive depuis le 11 juillet 2021. Mais il est également sur Twitch, où là, il est bien plus actif puisqu'il fait régulièrement des lives. Donc, n'hésitez pas à le suivre.
si vous êtes curieux. À côté, Ludo avait ouvert sa propre chaîne YouTube en 2018. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il cartonne quand même pas mal. Il a plus de 350 000 abonnés et son but est de faire découvrir des métiers en vidéo. Et il est d'ailleurs toujours très actif dessus. Franck a lui aussi ouvert sa chaîne en 2018. Il a posté une vidéo de présentation en teasant une série de vidéos. Et puis au final, il fera qu'une seule vidéo. Voilà. Ça arrive, hein. Des fois, quand on se lance dans des projets... on peut vite abandonner. Et pour terminer, John a décidé de quitter le crew. Il est aujourd'hui parti au Canada et travaille pour un journal. Le crew est donc de retour depuis quelques mois et même si pour le moment les vues ne sont pas comme à l'époque, on leur souhaite un bon retour. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer. En effet, c'est pas des youtubeurs qui ont disparu du jour au lendemain, mais je partais du principe que quand on fait une aussi grosse pause et qu'on revient d'un coup, bien souvent on n'est pas informé quand les personnes reviennent. Donc prenez ce passage-là comme avant tout de l'information, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant que les questions co étaient revenues. Tu streames pas tes dessins pas récemment, parce que j'ai fait une pause au niveau de la BD. Là, les dessins que je fais, c'est beaucoup plus personnel. Je fais du modèle vivant, des choses comme ça pour m'entraîner. En fait, j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure, faire des dessins beaucoup plus stylés, peut-être faire des mangas, faire des trucs comme ça. Mais pour ça, il faut que je taffe, parce que les BD que je fais à la base, elles sont bien, mais c'est du cartoon, c'est très simplifié. Alors que savoir dessiner un corps en mouvement et tout ça, quel kino, c'est complexe quoi. Voilà, je vous en prie. Et bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Alors bien entendu, il y a tellement... Oui bon bref, bon bah intéressant. Mais en vrai, le passage sur Digidix, oulala, c'était forceur, hein. C'est sorti par les trous de nez, hein, bon. Bon bah, c'est bien. Je pense que je vais arrêter le stream là, hein, moi. En vrai. Mais intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui le trouvent forceur dans les commentaires? Mais il va faire... Maintenant, il va faire une série de vidéos comme ça, en vrai. Il y a personne qui lui dit... Mec, tu forces. Peut-être dans les commentaires récents. Zelvac ou Fantasio 974. Mais on sait ce qui devient Fantasio. Crypto Fanta. Est-ce qu'il est en activité Crypto Fanta? Regardez, il fait plein de trucs. Salut à tous, c'est Gabriel, content de vous retrouver sur cette vidéo. C'est un extrait. Regardez-le, il est là. Ouais. D'une rencontre que j'ai fait samedi avec certains des élèves Alpha Team, et on avait le cas de cette personne qui se dit être un mauvais élève, mais en fait qui est un élève complètement normal, qui représente à mon avis la plupart des participants du marché, et c'est son... Ah ouais, c'est une ambiance quoi. Alpha Team. Oh, mais je sais pas dans quel délire il est ce gars là. Ah oui, maintenant ça s'appelle Alpha Team. Salut à tous, c'est Gabriel. Regardez avec sa tête tout fière là. Oh, Fanta. Hein. Et la vidéo la plus populaire, bonne chance, Crypto Fanta. Météo du Bitcoin. La plateforme de l'adoption des NFT. Quel coin acheter? Crypto Down. Bienvenue sur ma chaîne Crypto Fanta. Attendez. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Crypto Fanta. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais. Oh, il est là, il flex avec tous ses ordis et son Discord. Je suis trader à plein temps depuis 2018. J'ai commencé en 2017 à me former intensivement. Personnellement, quand j'ai rencontré le Bitcoin, je me suis dit, oh putain, c'est génial. Ça m'a rappelé quand j'avais 18 ans et que c'était les booms d'Internet. J'ai dit, oh putain, c'est génial. Donc c'était en plein la bulle.com. À l'époque, d'ailleurs, j'avais rencontré... Donc c'est Eugène ce qu'il est devenu. Mais en fait, si tu suivais un peu la chaîne et les moments où Fanta il se confiait, c'est pas étonnant. Mais moi, il y a des trucs sur Fanta qui m'ont fait déréaliser. Hein. Moi, je me rappelle de sa radio avec le fameux extrait de Ta gueule qui vient de cette radio libre-là. C'était la fin de Fanta. Et vers la fin, en fait, il a voulu faire de la radio libre. Et ça se voyait qu'il était saoulé. Mais surtout, il parlait beaucoup de lui. Il donnait beaucoup d'infos assez précises. Et l'air de rien, c'est un catho assez conservateur, par exemple. Ça, c'est pas un truc qui me montre. Mais en fait, quand tu écoutes ce qu'il dit, il est très catho conservateur quand même. Bref. En vrai, s'il a commencé en 2017, il s'est fait des couilles en or avec les NFT en 2021. Ah, mais à mon avis, il a de la thune, hein, ça m'étonne pas. Et de droite, oui. Ta radio où tu payais pour promouvoir ton site, c'était catastrophique. C'était très étrange. Mais à l'époque, j'en ai écouté beaucoup des radios libres. J'avais rien à faire de... J'étais en dépression à l'époque. C'était une période de dépression. Je crois que c'était une période où je m'étais fait virer de mon école de cinéma d'animation. Et
et j'étais retourné vivre chez ma mère et mon frère m'a proposé de faire une coloc. Donc globalement, traverser du désert, quoi. Et à l'époque, j'écoutais ça. J'écoutais ça, et à la même époque, j'ai découvert les vidéos d'Antoine de Maximi. Je me suis tout regardé aussi à l'époque, je m'en rappelle. Bref. De droite comme Bob. Oui, bon. Anarchiste économique, capitaliste. Anarchiste capitaliste, comme ça qu'on dit. Je sais plus. Anarcap.